Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc vous avez vu le thème? Oui, non? Bon, c'est pas grave. Alors en fait tout va démarrer, on a expliqué déjà quelques dizaines de milliers de fois dans les conférences que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Donc on peut prendre un passage et en tirer des enseignements pour essayer de comprendre un fondement de la vie, comme là où on le rencontre. Alors, au début de la paracha de Chaye Sarah, quand la Torah nous annonce la mort de Sarah, et là-bas c'est marqué Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah, d'accord? Et Rashi, il dit une chose incroyable. Alors, si on traduit littéralement Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah, Rashi il dit Kulan Shavin le Tova. Elles sont toutes équivalentes pour le Tov, d'accord? Pour le bien. Donc ça veut dire qu'elles étaient toutes équivalentes en bien. Maintenant, essayez de comprendre que cette notion-là de Shene Chaye Sarah. Chaye c'est la vie, d'accord? Et Chaim, c'est la vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Chay, c'est un être vivant, au singulier, mais Chaim, c'est au pluriel. Comme si quelqu'un, il a plusieurs vies. En fait, une vie, elle est faite de plusieurs vies. Pourquoi au pluriel? Pourquoi mettre le mot Chaim au pluriel? Comme Panim. C'est quoi Panim? C'est le visage. Mais on a un seul visage. Alors comment ça se fait que le visage en hébreu c'est panim? Et panim c'est au pluriel. C'est bizarre. Maintenant vous allez me dire peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a plusieurs visages, parce que c'est vrai. Quelqu'un il a un comportement à la maison, quelqu'un il a un comportement devant sa mère, quelqu'un il a un comportement devant sa femme, quelqu'un il a un comportement au travail. Oui, à la maison il est marocain, au travail il est breton. D'accord? Des comportements comme ça bizarres. Oui, à l'extérieur il est très généreux, très communicatif, à la maison il est très mchon, très lourd, très blata. Oui, c'est des phénomènes. C'est des gens qui, en vérité, ont plusieurs visages et qui, d'ailleurs, s'adaptent au milieu ambiant. En psychologie, ils s'appellent des caméléons. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... Mais c'est ça l'idée, d'accord? J'ai besoin de blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Si vous ne réagissez pas, soit je rabaisse le niveau, soit je change de métier. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de comprendre que pourquoi le mot panim, qui veut dire visage, il est au pluriel. Parce qu'en vérité, on a plusieurs visages. On a plusieurs... En fait, panim, ça ne veut pas dire visage. Panim, ça veut dire facette. D'ailleurs, dans un diamant, on appelle les facettes du diamant, on appelle le panim chez la Yahalom. C'est les facettes... Il faut leur dire de couper le son, là. Ah oui. Ouais. Donc, c'est les facettes du diamant. Mais dans la même manière, une personne, elle a des centaines de facettes. C'est-à-dire quoi? Encore une fois, ton comportement, d'accord? À l'intérieur, à l'extérieur, ta façon d'être, tes réactions, tes attitudes, ta conscience professionnelle, ta conscience maritale, ta conscience parentale, ton rapport avec le divin, tout ça, ce sont les facettes de la personne. Donc en fait, la personne, elle est plurielle. La personne est plurielle. Maintenant, si la personne, elle est plurielle, de la même manière, nous on dit la vie au singulier, mais en vérité, la vie, elle est plurielle. Parce que tu as la vie de bébé, puis la vie d'enfant, puis la vie de jeune homme, et la vie de jeune fille, et la vie de fiancé, et la vie de marié, et la vie de parents, et la vie de beaux-parents, de grands-parents. Donc on a combien de vies? Une fois j'ai dit ça à un mari, il faut que tu saches que tu vas épouser 5 femmes. Il m'a dit 5. Il croyait que c'était une malédiction. D'accord? Je dis non, tu vas épouser une femme. Tu vas épouser une femme nida, pendant la période elle sera interdite, une femme qui est permise, une femme qui est enceinte et une femme qui est ménopausée. Ça fait 5. Ouais. C'est pas les mêmes du tout. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un phénomène qui s'appelle les hormones. D'accord? D'ailleurs, on le dit en philosophie, quand la femme a ses hormones, le mari, il est morbone. D'accord? C'est le pauvre, le mari. Parce que ça monte et ça descend. L'homme, il est stable. Il est comme il est. D'accord? La femme, ça monte, ça descend. Les émotions, les trucs, elle a envie de pleurer. D'accord? Et le mari, starbo. Ouais. Maintenant, lui, il doit s'adapter à la femme elle doit s'adapter au mari. Ça fait partie du shalom bayit, d'accord? Et la capacité d'adaptation en philosophie, c'est l'intelligence. Donc, vous me dites, ça fait un paquet d'idiots, je sais. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, en vérité, elle a plusieurs personnes. Elle a plusieurs personnalités. Après, il y a la face intérieure de la personne, il y a la face extérieure. Il y a celle qui est en rapport avec la réalité, celle qui est cachée. Celle qu'on met des années à découvrir, celle qu'on est censé construire. Donc en vérité, on est pluriel. On est pluriel. Moi, toute la journée, je parle avec des gens qui m'appellent, et qui ont des soucis, qui ont des problèmes, tout ça. Et à chaque fois, je dis, mais c'est quoi votre prénom? Il dit, c'est Sarah.
Je dis, mais c'est qui celle qui m'appelle? Oui, j'en peux plus, j'ai envie de mourir, c'est trop difficile, je m'en sortirai jamais. Ok, mais c'est vous qui m'avez appelé. Oui, c'est pas moi qui vous ai appelé. Oui. Donc, la personne qui m'a appelé, elle veut s'en sortir. Oui. Donc, celle-là, c'est à elle que je voudrais parler. L'autre, elle ne m'intéresse pas. Alors, elle me dit, je comprends, mais c'est la même. Mais non, ça ne peut pas être la même. C'est ça le problème, en vérité. Ouais. Ce qu'on appelle l'être intérieur et l'être extérieur. Il y a une phrase que vous devez connaître maintenant, puisque j'ai écrit un livre entier sur cette phrase. Ouais, le Maharal, il dit « Kol achaim zelatzet minakoach el hapoal » Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est pas le potentiel, c'est ton moi intérieur. C'est quoi le réel? C'est ton moi extérieur. Là, vous me voyez, là? Oui, non? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez, d'accord. Donc, vous me voyez. Donc, ça, c'est, vous voyez mon moi extérieur. Mais qui c'est qui parle? C'est mon moi intérieur. Maintenant, c'est mon moi intérieur qui utilise mon corps, qui utilise ma bouche, qui utilise mon cerveau pour exprimer ce que j'ai à l'intérieur. Maintenant, c'est ça la définition de la vie. La vie, c'est passer du potentiel au réel. Que ton moi intérieur, qui est potentiel, se réalise dans le monde extérieur. Ok, bon, ça a l'air d'être facile. Et d'un autre côté, réfléchissez bien. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils sont dans cette phrase. Ben oui. Par exemple, je donne juste une petite application qui avait été développée par Menchetrit à l'époque, si vous l'avez connu. C'est un conférencier, il a pas mal fait de choses. C'est pas grave. Il a dit, Menchetrit, je peux le citer quand même, c'est quelqu'un de proche, il se vexera pas. Non, parce qu'avant je disais des choses, je disais pas que c'est moi qui les avais trouvées. Non, maintenant je l'ai dit comme ça va plus vite. Parce que il me demande où c'est marqué. Où c'est marqué. Écoutez bien. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu es censé être, par exemple, un homme de 35 ans, mais tu es un gamin de 15 ans, la différence entre ton être extérieur et ton être intérieur se matérialise sous la forme d'un malaise qu'on appelle le stress. Donc tu vois que quand on te dit que tu dois devenir la personne que tu es censé être, quand tu dois passer du potentiel au réel, c'est-à-dire que ton moi intérieur, il est censé avoir le même âge que ton moi extérieur. Maintenant, de vous à moi, je n'ai pas votre expérience, moi j'ai à peine 20 000 personnes par an. Les gens qui ont leur âge sont rares. C'est-à-dire qu'un homme de 30 ans qui a 30 ans, c'est très rare. Parce qu'il y a l'âge physique et l'âge mental. L'âge physique, c'est comme les plantes, ça pousse tout seul. Mais l'âge mental, c'est moins rapide. Et puis il y a des trous dedans. C'est comment ils appellent les psychanalystes suisses les trous qu'il y a dans le mental. Les mentales. Même dans le Zoom, ils rigolent, c'est extraordinaire. Ouais. Vous sentez qu'il y a un trou, vous sentez qu'il y a un vide, vous sentez qu'il y a un manque. Ouais. Alors comment on dit le manque en hébreu? Hein? Chasser. On a un rabbin, oh Hachem. Religieux en plus, ça devient de plus en plus rare chez les rabbins. Ouais. Donc, chasser, c'est le manque. Ouais. Avec ça aussi, vous comprenez des dizaines. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, quand je parle avec des psychanalystes, des gens qui font de la recherche en comportement, des gens qui sont des professeurs de neurosciences, ils me disent, mais Riam, t'as 10 000 ans d'avance. Nous, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 ans d'avance, puisque nos notions, on les apprend de la Torah qui a été écrite avant la création du monde. Je ne sais pas si vous... Et Dieu, il s'est inspiré de la Torah pour comprendre le monde. Donc, ce n'est pas qu'on a observé des phénomènes qui nous ont permis de tirer des principes, c'est qu'on a l'origine de la création du phénomène. Il faut les faire taire, ceux-là, ils m'énervent. Il faut baisser le son. Vous éteignez vos micros, vous la fermez, je ne sais pas, faites quelque chose. C'est pas grave. La prochaine fois, je ferai un cours sur la rancune et la vengeance. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que tu vas passer ta vie à fabriquer cette personne-là à l'intérieur. Mais si tu ne l'as pas fabriquée, elle n'existe pas. C'est que la chose la plus naturelle du monde, qu'on appelle en français être soi-même,
C'est en fait, la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que soit la personne ne va pas développer son moi, soit elle va essayer de le calquer à ce que l'autre lui propose d'être. C'est qu'au lieu de vivre en ayant un miroir tourné vers l'intérieur, c'est un miroir tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce que les gens y disent? Qu'est-ce que les gens y pensent? Ouais. Et quand je te dis que tu vas en fonction du regard de l'autre, ça peut être, attention, dans le mimétisme, parce que tu veux être comme l'autre, ou dans l'opposition. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent, à un certain âge, que la contradiction est une marque de personnalité. Que l'obstination est une marque de détermination. Non, c'est juste que tu as la tête dure. C'est juste que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est juste que tu es manipulé par un être intérieur qui n'est pas toi. Nous, on appelle le Yetzer Hara. On est gentil. Les gens, ils l'appellent la schizophrénie, le bipolaire, la tendance intérieure à l'autodestruction, la résultante de la pression morale exercée par des parents qui n'ont pas laissé le choix d'être à l'autre. J'ai plein de mots pour vous, j'ai pas de problème. Moi, j'ai la chance, encore une fois, j'ai pas fait d'études, donc je me balade d'un domaine à l'autre. Vous me suivez ou non? Parce que si j'avais dit, bon, alors la Torah, c'est la Torah, la psychologie, c'est la psychologie, la psychanalyse, c'est la psychanalyse, la physique, la chimie, la biochimie, la force de vente, pour moi, tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil, en vérité. Pourquoi, encore une fois? Parce que nous, on a l'esprit. Donc, on comprend la lettre. Eux, ils ont la lettre. Ils essayent de trouver l'esprit. Mais tu te rends compte le taux d'erreur? Vous suivez ou non? Quand tu as un esprit humain et tu essaies de comprendre la pensée divine, ouais, alors que quand tu as l'esprit divin qui t'explique l'esprit divin. Quel est le taux d'erreur? À peu près 1200, 1500% de taux d'erreur. Ben, c'est exactement pareil. Le jour où la personne, elle aura l'honnêteté d'avoir une vraie analyse objective de sa personne et qu'elle essayera vraiment de vivre sa vie et qu'elle fera le constat qu'elle n'est pas encore devenue la personne qu'elle est censée être. Donc si elle n'est pas la personne qu'elle est censée être, elle est qui? Elle vit la vie de qui? Non, c'est très grave. Vous savez, quand j'avais 14-15 ans, moi j'étais pas très religieux, moi j'étais plutôt traditionnaliste. On mettait les tefilines, mais on allait au Tournelle en autobus, le Shabbat. Et la vérité, je ne savais pas pourquoi les gens marchaient à pied. Je disais, mais ils sont bêtes, il pleut. On était ignorants, je ne savais pas. Mais malgré que je n'étais pas religieux, j'avais fait quand même l'effort d'essayer de ne pas être bête. Ouais. Et j'avais une prière tous les jours, je disais, Hachem, s'il te plaît, ne me rends pas un CON et ne me fais pas subir des CON. C'est une prière. Maintenant, c'est quoi un CON, encore une fois? C'est quoi? Un CON, c'est le contraire d'un intelligent. Et on a dit l'intelligent, c'est celui qui est adapté. Et celui qui est adapté, c'est son moi intérieur. Il est tellement développé qu'il prend toute la place de son être. Donc maintenant, il est moi et réalité. Donc quand la fin de ton moi intérieur, elle rejoint ton moi extérieur, tu es toi-même, le même que toi. Mais si ton moi intérieur n'est pas développé et que tu te retrouves avec un moi intérieur de 12 ans et un moi extérieur de 20 ans, quand tu veux te réaliser, tu vas tendre la main, mais ça ne va pas puisque le corps il est plus grand que la main. Donc tu vas toujours être en décalé, tu vas être en différé. Tu vas apprendre par cœur toutes ces phrases des gens qui ont répondu absent, j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi je ne l'ai pas dit, pourquoi j'ai rien fait, pourquoi je me suis laissé faire. Mais tu ne t'es pas laissé faire, tu n'étais juste pas construit, tu n'étais juste pas mature, tu n'étais juste pas toi-même. Vous me suivez ou non? Le problème, c'est que le Yetzer Hara, avant, il te rend inconscient et après, il te rend coupable. Donc, première période, ben, tu ne savais pas, tu étais inconscient, mais en 3 mots. On a pratiquement fait une science, ouais. Et la deuxième partie, tu étais dans la culpabilité. Alors la culpabilité, c'est ou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc vers l'intérieur, c'est bourré de complexes, mal dans sa peau, ça vaut pas la peine que je vive, personne ne m'aime. Ou alors tourner vers l'extérieur. De toute façon, c'est la faute de tout le monde. Ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas allaité. Le pauvre ton père. Ouais. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que regardez toujours les gens qui ont des exigences sur les autres et les gens qui ont des réclamations sur les autres. 99% des cas, c'est des gens qui transfèrent leur responsabilité en culpabilité, mais chez l'autre.
C'est que la Torah, elle dit, Mishesh Bo Isurim, Ipashpesh Bemarasav. Celui qui a des difficultés, il doit réfléchir sur ses actes. Mais les trois quarts des gens, quand ils ont des difficultés, ils réfléchissent sur ses actes. Les actes de l'autre. Ouais. Genre le prof, il m'a pas aidé, mes parents, ils m'ont pas encouragé, ma femme, elle m'a pas donné du courage, le rabbin, il n'était pas là quand j'ai eu besoin, le psychologue, il m'a pas compris, le rav, il m'a pas truqué. Et moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas penser que ta vie, elle dépend d'un autre? Mais si ta vie, elle dépend d'un autre, c'est que toi, t'es un boulet. C'est que toi, t'es une boule de billard. T'attends de prendre un coup dans le derrière pour avancer. Vous suivez ou non? Combien de fois des gens me disent, ah, vous savez, si on m'avait encouragé, si on m'avait expliqué, si on m'avait... Arrête de penser que ça dépend des autres. Arrête. Il faut aller vers l'indépendance, pas vers la dépendance. Si tu as tes jambes, Baruch Hashem, tu as tes bras, tu as ta tête, tu as ton corps, n'exige pas la carte d'handicapé. Je crois que le gars qui est handicapé, il a demandé à être handicapé, il n'a pas demandé. Toi, tu es né, entre guillemets, normal, et tu es handicapé de la tête. Lui, il lui manque les deux jambes. Il a fait le tour de la terre en chaise roulante. Toi, tout va très bien. Mais tu dis, et si l'avion, il se pose dans ma rue? Et si le métro, il décolle? Et si l'avion, il explose? En fait, c'est toi qui es handicapé dans ta tête, toi. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que l'autre, il est enfermé dans ses complexes. L'autre, il est enfermé dans ses peurs. L'autre, il est enfermé dans ses exigences. Ouais. Mais rappelez-vous que l'exigence génère l'insatisfaction. L'insatisfaction génère la déception. La déception génère l'aigreur. L'aigreur génère la rancœur. La rancœur génère la rancune. La rancune génère l'autodestruction. Depuis le départ, tu as planté la graine de ta mort. Vous allez dire, oui, mais c'est difficile, parce qu'on subit des choses, et la vie, elle n'est pas facile. Alors, je vais vous expliquer une chose, encore une fois. Si moi, je suis moi-même, c'est-à-dire que si toi, tu as 20 ans, et que tu as une épreuve de 20 ans, ouais, ben, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu as 12 ans, et que tu as une épreuve de 20 ans, ça va être dur. Maintenant, comment c'est vécu une réalité de 20 ans par une personne de 12 ans? C'est vécu sous la forme de la pression. C'est une pression. Vous me suivez ou non? C'est une pression. Quand tu n'es pas prêt à l'examen, tu vas à l'examen, tu es sous pression. Ouais. Quand tu n'as pas confiance en toi et que tu vas à un rendez-vous, tu es sous pression. Maintenant, rappelez-vous aussi cette phrase de Ben Chetrit, pour ceux et celles qui prennent des notes. Une pression, ça va. Dépression, ça ne va pas. Non, ça a l'air d'une blague comme ça. Ouais. Mais en vérité, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que la pression, quand elle est cumulée, elle crée la dépression. Maintenant, ce n'est pas la pression qui est dangereuse, c'est le mal vécu de la pression. Parce que la pression, en hébreu, ça s'appelle le nisayon, ça s'appelle l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est une occasion de grandir. Alors pourquoi tu vis mal l'épreuve? À cause de l'épreuve? Non. Parce que toi, tu n'es pas construit au moment où tu rencontres l'épreuve. Un gars qui fait de la musculation et qui soulève 190 kilos, quand tu lui donnes ta valise de 20 kilos, il la trouve légère. Il dit, oh tiens, donne-moi-en 2, 3, 4, 5. Tu dis, waouh. Mais c'est lui qui fait tout pour ne jamais porter les valises. Tu peux la porter à ma place. Excuse-moi, j'ai une hernie des oreilles, j'ai peur de m'éclater un pneu, j'ai les chambres à air qui ne sont pas gonflées. Celui-là, il ne fait jamais d'effort. Donc le jour où il doit faire un effort, il meurt. Il meurt. Tu dis, vas-y. C'est bon. Frédéric, éteins ton portable. Ouais, vous avez compris l'idée ou non? C'est ça le problème. Ça veut dire que la vie, écoutez-moi bien, la vie, elle est difficile pour les gens faibles et elle est facile pour les gens forts. Maintenant, tu ne peux pas choisir ta vie. Ouais, tu peux écrire les lamentations, tu peux écrire les keynotes, tu peux toute ta vie pleurer, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne vous rendez pas compte, c'est trop difficile. Mais moi, la vérité, j'arrive pas. J'arrive pas. Moi, je dis la vie avant. La vie avant. Après les camps de la mort, il y en a qui ont fondé une famille. Et il y en a, après un retrait de permis, ils ont tombé 8 ans en dépression. L'autre, une déception sentimentale à 14 ans, elle veut plus se marier. L'autre, il en est à son 4e remariage. Et avec la pêche, la simha, là, il est à la choupa, 65 ans, il est hnin, il est comme ça, il dit c'est elle, là, je suis amoureux, je suis fou amoureux.
Et l'autre, il a 24 ans, il est genre blasé, déçu, ça y est, de toute façon, il a éclaté la PlayStation, alors, qu'est-ce qui peut lui arriver? Alors qu'en fait, il n'est même pas né. Il n'est même pas né. Et dans la Torah, les gens qui ne sont pas nés, ils sont morts. Comme le poisson d'ailleurs. Regardez, le poisson, il n'est pas né et il est mort. Essayez de paner un poisson vivant, c'est impossible. Il remue trop. Donc je ne comprends pas les gens qui ne sont pas nés et qui se plaignent de la vie. Les gens qui ne sont pas mariés et qui veulent divorcer. Mais il faut d'abord se marier. Non, c'est vrai, c'est débile ce que je dis. Hein. Moi, j'ai reçu des dizaines de milliers de couples, sans rigoler. Les gens, les 3/4 des gens qui divorcent ne sont pas mariés. C'est vrai, ils viennent chez toi, tu leur dis, dites-moi, il y a la communication? Non, on ne se parle pas. Il y a la compréhension? Non. Il y a de la solidarité? Ah, tu rigoles, qui crève, qui s'étouffe. C'est mon argent, c'est ton argent. Oh. Tu dis, mais vous dormez ensemble? Que pour faire des bébés? Ouais, de l'apartheid. Ouais. Ok, alors, vous avez des biens en commun? Non, c'est compliqué, on est tous les deux dans le libéral. Ah, d'accord. Bon, les enfants, c'est à vous? Je ne sais pas, il faut faire un test. Ah, d'accord. Donc, les gens, c'est bizarre. Ils veulent divorcer. Et c'est quoi dans le divorce dans la Torah? C'est faire kritout. Kritout, c'est quoi? C'est un livre de coupure. Karet, koret, c'est couper. Ouais. Mais tu veux couper quoi? Il n'y a rien. Vous me dites, mais non, tu prends le sabre, tu fais voilà, mais il n'y a rien. Il devrait y avoir un tronc en chaîne après 30 ans de mariage. Ouais. Il devrait y avoir tellement de fusion, tellement de correspondance, tellement de rapprochement, tellement de solidarité qu'on n'arrive pas à couper. On y va à la scie sauteuse, ça ne marche pas, parce que c'est solide. Mais si tu vois qu'à la première engueulade, ça explose, que les gens ils remettent tout en cause, je suis pas sûr de t'aimer, je sais même pas si je t'ai un jour aimé. Et comment ils sont nés les bébés par Wi-Fi? Donc je vous dis, hein, ne le prenez pas mal. Vous êtes célibataire pour les 3/4 d'entre vous. Donc vous êtes encore dans la phase espoir. Faites-moi plaisir. Si Hachem il vous donne l'occasion de vous marier, mariez-vous. Non, c'est débile. Ouais. C'est comme l'école. Tu vas à l'école. Travaille. Les gens ils vont à l'école mais ils ne travaillent pas. Ça les saoule, c'est difficile, c'est pas ce qu'ils voulaient faire, leurs parents leur imposent, l'ambiance de la classe c'est pas ça, ils voulaient un autre genre d'école, c'est trop religieux, c'est pas assez religieux, ils n'ont pas la chance d'avoir du papier Clairefontaine, leur stylo il accroche, toutes les raisons du monde pour glander. Et après, plus tard, ils ont un métier à 2 balles et ils regrettent, ils disent j'aurais dû travailler à l'école, j'aurais dû... Mais comment toute ta vie ça va être inconscient, coupable, inconscient, coupable, tu avais une femme extraordinaire, mais il fallait construire le couple. Tu avais un mari extraordinaire, mais il fallait construire le couple. Non, elle me saoule, elle me truc, vous la connaissez pas, elle fait pas kavod à ma mère, elle n'a pas voulu venir Shabbat, elle n'est pas truc, elle n'est pas... Et après ils divorcent, les deux ils sont tous les deux jetés comme ça. Ça va, t'es bien? T'as l'air heureux là. Voilà, tout ce que tu t'es plaint toute ta vie, ouais, ma femme, un truc, ma femme, voilà maintenant, vous êtes libérés les deux. C'est bien, non? La vérité, des fois je lui parle, mais elle n'est pas là. Je connaissais comme ça, une femme comme ça, toute sa vie elle s'est plainte de son mari. Ouais, il m'a étouffé, il m'a pas laissé vivre, il n'avait pas d'ambition, il était radin, il était dur. Et le pauvre il était gentil. La vérité était gentil. Tout ce qu'elle voulait, l'argent, la maison, elle veut déménager, tout ce qu'il voulait. À la fin, il dit, je ne peux plus te voir. Alors, la dernière bonté qu'il a fait, il est mort. Non, c'est vrai, il a fait un cancer fulgurant, il est mort. Maintenant, moi, je la connaissais cette femme, j'ai dit, maintenant, elle doit être la plus heureuse du monde. Waouh, Hachem l'a libérée, il a écouté ses prières, waouh, le gars, il est parti, elle est libre de vivre sa vie. Tu vois pas que tous les jours, elle l'appelle, et toutes les nuits, elle pleure. Elle l'appelle. Il s'appelait Willy. Alors elle appelle la nuit, ah Willy. En plus, ça évolue, ah Willy 1, Willy 2, Willy 3, Willy le retour. Et elle achète un Sefer Torah, et elle achète des Sidurim. Un jour, je l'ai attrapé, je ne comprends pas. De son vivant, tu lui as souhaité sa mort. Maintenant qu'il est mort, tu veux le récupérer. Comment ça s'appelle en français ça? Inadapté. Vous suivez ou non? C'est pareil. Quand les enfants, ils sont là, occupe-toi d'eux. Ah, ils sont trop petits. Maintenant qu'ils sont partis de la maison, ah, j'aurais voulu leur dire. Tes parents, ils sont vivants. Va passer du temps avec eux, mais ils ne comprennent rien, ils sont vieux, et puis c'est difficile, on habite en face. Ok. Et maintenant qu'ils sont morts, je suis chez un psy parce que
Je voudrais parler à mon père, alors, mon père psychologique, mon père psychanalytique, mon père. Mais ton père Yahmar, il était vivant. Va le voir. Oui, mais on avait des conflits. Mais conflits, tu l'écris en 2 mots. Pourquoi les gens ils vivent en différé? Pourquoi ils vivent en décalé? Pourquoi ils sont Bédi Eved? A posteriori, pourquoi ils ne sont pas a priori? La vie, elle est là, non? Oui, non? Oui. Vous êtes vivant? Oui. Vous êtes vivant? Vous aussi? Tout le monde est vivant, là? Il n'y a pas de mort? Extraordinaire. Mais c'est quand même étonnant, puisque la Gemara dit Rechaim behayehem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Maintenant, vous croyez qu'un rachat, un mécréant, il est appelé mort parce qu'il est condamné à mort? Parce qu'il est puni de mort? Non, 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 parce qu'il est mort. C'est tout. Puisqu'on a dit tout à l'heure, si vous avez suivi, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous retenez ce que je dis, mais on l'a dit tout à l'heure, que la définition de la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc c'est de se réaliser. Donc celui qui ne se réalise pas, il est mort. Ça va? Maintenant le Yetzirara, nous on l'appelle Yetzirara, l'autre il va l'appeler la névrose, l'autre le complexe, l'autre le transfert de culpabilité. Appelle-le comme tu veux, c'est pas grave. Moi j'ai pas un problème encore une fois avec les mots. Ouais? Le Yetzirara, si tu le maîtrises pas, il va t'empêcher d'exister. Comme tu n'existes pas, tu es mort. D'ailleurs, c'est quoi le langage des gens qui sont morts? Vous avez déjà écouté les morts parler? Non? Non, je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres. Les Hammam, ils sont morts, ils ont quitté ce monde. Ouais, je parle des morts vivants. Les morts vivants. Regardez le langage des morts vivants. Oh, de toute façon, c'est trop tard. Oh, de toute façon, j'y arriverai jamais. Oh, de toute façon, c'est mort. Ah, l'avenir, c'est mort. La France, c'est mort. La politique, c'est mort. Le business, c'est mort. Le mariage, c'est mort. Toutes les belles filles, elles sont déjà mariées. Tous les biens, les mecs sérieux, ils ont déjà été pris par les mecs, par les filles excitées. Ils parlent que de la mort. C'est très bizarre. Les gens morts, ils parlent de la mort. Et ils sont remplis de mort. C'est même une mort répétitive. Comment on appelle la répétition de la mort? Il y a la mort et il y a la remords. Mort et remords. Est-ce que vous allez dire, c'est un jeu de mots? C'est pas un jeu de mots. Tout ce que je vous dis, c'est la Torah. Moi, j'ai arrêté d'étudier autre chose. Ouais. La Gemara, qu'est-ce qu'il la Gemara dit? Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Alors, c'est quoi le regret? Audon Kolo, cousin de Marco Polo, pour ceux qui ont connu. Ouais. Le regret, c'est quoi? C'est de regretter de ne pas avoir vécu la vie que tu aurais voulu vivre. D'accord? Maintenant, sur le passé, je ne peux rien dire. Parce que Maïde Ava, ce qui était, était. Mais pourquoi tu reproduis le schéma du passé au présent? Voilà, le présent, il est là maintenant. Voilà, le présent, il est là. Ouais. Vous me suivez ou non? Là, par exemple, là. Vous êtes là. Moi, je suis là. C'est notre présent. C'est le bon Dieu, il a pensé, c'est ça, ce présent. Ouais, c'est notre présent. Maintenant, dans ce présent, si on veut, on peut répondre présent. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut répondre absent. À quelle heure il termine? Ah, il me saoule. Ah, je ne savais pas que c'était un religieux. Puis, j'aime pas ses blagues. Et puis, ça me dérange comment il parle. Et puis, ça me remue à l'intérieur. Puis, j'ai pas envie de changer. Et qu'est-ce qui se prend pour MC? Il y a plein de voix dans votre tête qui peuvent vous empêcher d'écouter. Plein! Surtout quand vous êtes concerné. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire, ça me concerne. C'est une main tendue vers l'évolution. C'est une lumière qui s'allume. Tu peux choisir de rester dans l'obscurité. Encore une fois, l'obscurité, c'est pas l'obscurantisme. D'accord? L'obscurité, c'est ouais, de toute façon, je suis seul, de toute façon, la Torah, elle peut pas m'aider, de toute façon, les gens, personne ne m'aime, de toute façon, mes parents, ils sont pas à la hauteur, de toute façon, mon psy me l'a dit. Mais tu lui payes sa piscine, il va pas te contredire. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que tu peux choisir de rentrer dans la réalité, et ça s'appelle la vie, ou tu peux choisir de rester dans l'obscurité, et ça s'appelle la mort. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu choisiras la vie. Mais la mort, elle existe. Vous me suivez ou non? Maintenant, encore une fois, je ne parle pas de la mort, Varga, Benamou, les bougies, les pantins. Non, je ne parle pas de ça. Ouais, Hazvé Shalom, Simsilenou. Ouais. Non, je parle de la mort. Voilà, ton mari, il est là. Va lui dire que tu l'aimes. Non, c'est à lui de faire le premier pas.
Ma mère, elle n'a jamais fait le premier pas. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai. D'accord. Donc, ta femme, elle est là, prends-la dans les bras. Ah non, mais elle est pas nida. Oui, mais je veux pas, ça se fait pas, c'est honteux, c'est truc. Ça a l'air de quoi? J'ai l'air de quoi? J'ai l'air du mendiant de l'amour. Mais arrête, Enrico. Mais prends-la dans tes bras, elle est là, elle est vivante, elle est en bonne santé. Non, ça se fait pas, c'est honteux. Je sens que je me rabaisse. Mais c'est pas de l'amour propre, c'est pas de l'orgueil, ça c'est carrément de la psychorigidité ou de la maroquinerie, je sais pas. Donc va et vas-y. Non, ton fils il est là, va lui parler. Il a 15 ans, il a 16 ans, vas-y, rentre dans sa chambre. Tu sais mon fils, je t'aime, je suis fier de toi, colla cavole, je voudrais qu'on fasse des choses ensemble et tout. Non, tu dis non, écoute, tu sais à cet âge-là, ils veulent avoir leur petit jardin. Mais bien sûr qu'il veut son jardin. Mais qu'est-ce qu'elle lui coûte de recevoir un peu d'amour, un peu de respect, un peu de compliments? Non. Toi, tu dis non, 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 non. Mon père, il m'a jamais fait de compliments. Ok, mais tu as fait 3 tentatives. C'est vrai. Je me suis souvent cherché et en général en hauteur. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des présents qui sont faciles. La vie, elle te propose des présents. C'est pour ça que j'ai dit une fois, j'ai dit le mot présent, il veut dire présent. Il veut dire aussi présent. Vous parlez français, hein? Il veut dire aussi présent. C'est vrai. Le présent, c'est la temporalité. Le présent. Le présent, c'est un cadeau. Un présent. Et le présent, c'est un état. Tu es présent. Tu réponds, présent, présent, présent. Vous êtes présent, vous êtes présent, vous êtes présent. Il y a des gens qui sont présents, mais qui ne sont pas présents. Vous savez ou non? Je ne te sens pas présent, là. Ouais. Il y a des gens qui ne répondent pas présent. Il y a une responsabilité, ils tournent la tête. Ah, tu m'as appelé? Ouais. Il y a des gens qui sont présents physiquement, mais qui ne sont pas présents mentalement. Ça s'appelle en français, il a manqué de présence d'esprit. Ça, pour moi, c'est le plus grand gros mot qui existe. Pourtant, j'en connais. Hein. J'ai grandi dans les cités, je peux vous faire un dictionnaire si vous voulez. Mais ce mot-là, quand quelqu'un, je lui dis, mais écoutez, mais quand même, vous avez complètement trompé votre femme pendant 6 ans. Oui, j'ai manqué de présence d'esprit. Mais quand même, vous avez poussé votre beau-frère en suicide en faisant des fausses factures et vous l'avez détourné 15 millions d'euros d'immobilier, que vous avez tout inscrit à votre nom alors que vous étiez associé. J'ai manqué de présence d'esprit. Alors je pose la question, la plus idiote du monde. Si ton corps est là, ton costume est là, ta barbe est là, ta kippa est là, mais ton esprit n'est pas là, à quoi ça me sert le reste? Il est bon le micro. C'est une marque allemande. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Vous avez compris ou non? C'est pareil. Pourquoi on se prend la tête avec un enfant? Ils appellent ça l'âge bête. Mais il y a un autre mot plus qualificatif, ouais. Tu m'y réfléchis, pense à ton avenir. Ah, j'ai pas envie de réfléchir, je vais kiffer le présent, vous me saoulez avec les responsabilités et tout ça. Mais t'as pas compris encore. Toute la Torah, c'est vie le présent. Tout le Yetzer Hara, c'est sort du présent. Donc, immaturité, tu sors du présent. Vitamine illégale, tu sors du présent. Vodka Red Blue, tu sers du présent. Le décolleté de la voisine, waouh, tu plonges dans le présent. Attirance équatoriale, toute la partie basse et la plus chaude d'ailleurs de la planète, tu sors du présent. Les séries américaines, tu sors du présent. Les films, tu sors du présent. Le business à outrance, mais pas cachère. Genre, t'as froid, tu fais des panneaux, tu fais de l'ISO, tu manques d'air, tu fais du CO2, t'es complexé, tu te prends pour le président. Il y a plein de manières comme ça de se soigner en gagnant de l'argent pas cachère, ouais. Et toi qui te plaignais de ne pas avoir une bonne santé, mais tu vas passer 20 ans là-bas, à la santé. Et n'amenez pas les fleurs, il est affleuri. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est simplement que le Yetzer Hara, il veut te faire sortir du présent. Encore une fois, pour les gens qui vont se braquer, qui vont dire oui, mais ça c'est encore de la religion, faites-moi plaisir. C'est pas parce qu'elle a été détournée par des imbéciles qui en ont fait une religion idiote, d'ailleurs eux-mêmes ils ont fait une croix dessus, ouais, qu'on doit pas comprendre la valeur de la Torah. Vous savez, moi j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai fait beaucoup de philo, mais tout seul. Je n'ai pas ouvert un bouquin. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'un cerveau moyen il peut faire quand il l'utilise bien. Ouais. À 17 ans, j'avais des copains à Hippocagne, pour ceux qui connaissent, la faculté de philosophie. Je leur dictais des dissertes de philo au téléphone. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc déjà, il faut l'analyser, le sujet.
Après, il faut l'avoir développé. Après, il faut avoir ramassé les éléments. Après, il faut les coordonner. Après, il faut faire un plan. Après, il faut le mettre par écrit. Et après, il faut le corriger, les 2-3 premiers brouillons. Et après, il faut sortir la disserte. Comment tu crois que tu peux le faire en direct au téléphone? Vous comprenez ou non? Genre le mec qui me disait, bon, Iria, j'ai un sujet compliqué, quel est l'avenir du passé? Je lui dis, vas-y, prends ton stylo. Alors nous allons développer 3 plans qui seront en vérité la trame du développement à venir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le passé, qui en fin de compte est juste la perception d'un présent continu, ouais, peut être réalisé dans un futur qui ne sera jamais autre chose que le lendemain de la veille. Ouais, là, j'ai rien fait, là j'ai pété, là j'ai même pas réfléchi. Ouais. C'est un truc qui... Encore une fois, c'est pas pour vous dire, waouh, pour qui il se prend sur là. Je me prends pour rien, je me prends pour moi. D'accord? Mais c'est pour vous dire que c'est rien ça. Donc quand moi, qui avais une certaine autonomie au niveau psychologique, une certaine autonomie au niveau philosophique, ouais, je rentre dans la Torah, je ne sais pas si vous me comprenez, mais ma tête, elle a pris feu. C'est-à-dire que moi, j'étais à la yeshiva, et je disais au Bachoui, mais vous avez vu la puissance de ce qu'il a dit, le Rav? Ouais, c'est bon, c'est intéressant. Ouais, c'est un bon yesod, ouais, bon. Oh, il a parlé sur qui? Mais il t'a donné le yesod de la Touma, de l'impureté. Il t'a donné la définition de la vie. Il t'a expliqué pourquoi est-ce que la lumière, c'est la représentativité de la volonté. Pourquoi est-ce que la respiration, Neshima, c'est la preuve matérielle de l'existence de la Neshama, de l'âme. Et le gars, il ne comprenait rien. C'est que ma chance à moi, c'est que ce que j'ai fait en philo, ça m'a permis de comprendre la grandeur dans la Torah. Alors qu'un gars normal, il me dit, écoute, alors t'as le gars qui n'a jamais su, lui il était en Picardie, par hasard il a su qu'il était juif parce qu'il a vu une croix gammée sur son garage. Et t'as l'autre qui a grandi dedans, il était lui dans le ghetto, le village gaulois, il est tombé dans la formule magique depuis qu'il est petit, les Mishnayot à 2 ans et demi, mais il n'a jamais pris le temps de prendre le recul, de se rendre compte de la valeur. C'est comme si un petit sac d'éclats de verre, d'éclats de pare-brise, de génération en génération depuis Oujda, en 32. Tiens, à la mort, la grand-mère, elle donne à sa fille. La fille, elle donne à sa fille. La fille, et puis un jour, il y a l'arrière-arrière-petit-fils, il prend ce sac-là, il dit, on en a marre, c'est quoi ces traditions débiles, ces superstitions, il faut garder le sachet, c'est l'arrière-arrière-grand-mère. Il le jette. Et il y a un gars qui lui dit, mais t'es un malade. Il y a 850 carats de diamants non taillés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu? Des éclats de pare-brise. Vous me suivez ou non? Ton fils, c'est un diamant non taillé. Eh ben, taille-le. Ta femme, c'est un diamant non taillé. Eh ben, taille-toi. Je veux dire, grandis avec elle. Toute la vie, c'est des diamants non taillés. Comme aujourd'hui. Voilà, vous êtes un diamant non taillé. Cette situation, c'est un diamant non taillé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, j'ai une journée compliquée et j'ai pris une feuille de cours, mais je me rends compte qu'elle n'a pas de rapport avec le sujet. Je ne sais pas si vous... Donc je dois fabriquer avec vous un cours qui en plus vous intéresse. Et la vraie question, c'est est-ce que je vais essayer de dire ce que je dois dire, parce que j'ai des choses à dire, et en plus j'en ai 10 des doigts, donc ouais. Ou alors je vais essayer de dire ce que vous devez entendre. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Est-ce que moi je vais venir pour exprimer mon discours, ou moi je vais laisser mon esprit vaquer, bien sûr dans une trame intellectuelle, mais enfin ça c'est le plus simple, ouais. Une logique, un lien de causalité entre les transitions. C'est facile pour les gens qui utilisent leur cerveau de manière régulière depuis quelques années. Ouais. Donc je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que ce truc-là, ça va vous toucher ou non? Est-ce que vous allez vous reconnaître ou est-ce que vous allez vous sentir concerné? Est-ce que vous allez être bouleversé? Est-ce que vous allez bien vous marrer? Est-ce que vous allez sortir changé? Ah ben c'est ça la vie. Pourquoi? Parce que nous on croit que la vie, c'est un long fleuve tranquille. Mais la vie c'est des séquences. Il y a des bonnes séquences et des mauvaises séquences. Ça s'appelle les conséquences, d'ailleurs. Ouais. Chaque séquence, quand vous passez le code, vous savez, vous avez déjà passé le code, non? Donc il y a des diapos, puis on vous dit, alors, donc vous arrivez à un carrefour, qu'est-ce que vous faites? Il faut cocher, il y a 3 cases. Deuxième diapo, troisième diapo, 50 diapos, t'as ou t'as pas ton permis? Ok.
Mais la vie, c'est une série de diapos. C'est quoi la vie? La vie, c'est une série de présents. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je sais que c'est un peu violent pour les gens qui n'ont pas cette connaissance-là, mais vous pourrez le vérifier en écoutant les cours adaptés. Si vous écoutez le prix du temps, un cours de Ben Chetrit aussi, vous saurez que toutes les situations que vous êtes appelés à vivre dans votre réalité physique, ils sont déjà préprogrammés dans une carte électronique inscrite dans votre Neshama. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que cette situation-là, là, ça fait 5781 ans qu'elle est déjà préparée. Vous allez dire, mais attendez, mais alors, et mon libre arbitre? Ça y est, tu reviens au foot. Non. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la situation, elle est préparée. Mais ce que vous allez en faire, c'est pas préparé. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez vous marrer? Est-ce que vous êtes venu pour draguer? Est-ce que vous êtes venu pour évoluer? Est-ce que vous êtes venu parce que le programme télé, il était pourri? Oui. Mais le foot, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, on le dit souvent, ça termine match nul. C'est pas grave. D'accord? Donc cette idée-là, c'est que la vie, c'est une série de présents. Et ton libre arbitre, c'est pas de choisir ton présent. Ton libre arbitre, c'est de choisir qu'est-ce que tu vas faire avec ton présent. Vous me suivez ou non? Voilà, cet enfant, il est là. Il est dur, il comprend pas, il s'est fait renvoyer de l'école. C'est ton présent. Ça, tu dis, non, c'est toutes les midotes de mes beaux-parents. Non, non, non. Il est minimum 50% de chez toi. D'accord? Après, tu dis, ouais, le mec qui m'a embrouillé. Écoute, Baba, les tigres, ils attaquent les brebis, ils n'attaquent pas les éléphants. Donc, si tu es venu comme un mouton, ouais, tu dis, tiens, j'ai une idée de créer une application. Laquelle? eBay. C'est comme si tu as dit, plume-moi, plume-moi, plume-moi. Ça, c'est une grande question philosophique à laquelle vous pouvez réfléchir aux toilettes. Est-ce que c'est les imbéciles qui génèrent l'émergence des malins, ou est-ce que c'est les malins qui fabriquent des imbéciles? Vous me suivez ou non? Comme la fille qui dit oui, je reste avec lui pendant 4 ans, il m'a promis des choses, il m'a dit je serai le père de tes enfants et on vieillira ensemble et je lui ai tout donné, je lui ai tout donné, je lui ai tout donné. Alors qu'il aurait pu payer, mais il a tout pris gratuitement. Ouais. Et maintenant il m'a dit on n'est pas compatibles. Il m'a dit ma mère elle voudra jamais une Tunisienne. Alors je lui dis GH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune khmara au carré. Avant de tout donner, tu aurais pu demander un peu des garanties quand même. Par exemple, tu viens voir mes parents. Par exemple, on fait la choupa. Par exemple, on fait la soirée. On fait la ktouva. On fait le mikvé. Et après, on fait ce que tu veux. Toi, tu dis non, 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 non. Je donne tout et après on réfléchit. Alors, à ton avis, est-ce que c'est un gars qui a profité de la gentillesse d'une jeune fille? Ouais. Ou c'est une khmara qui s'est fait avoir par un donjon professionnel, un papillon, un gars qui va de l'une à l'autre? Toute la vie, c'est comme ça. Est-ce que tu veux être un pion ou est-ce que tu veux être un joueur? Est-ce que tu veux être un dominant ou un dominé? Est-ce que tu veux un patron ou un employé? Est-ce que tu veux être un talmid chacham ou un ignorant? C'est ton choix. Tout le monde a le choix d'être bête. Je vois qu'il y en a qui en abusent, il y en a même qui pensent que c'est une mitzvah. Oui, mais non. Rav Israël Salanter, il disait, le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Asur liot kesil, il est interdit d'être bête. Évidemment, à force de le dire dans les conférences, il y en a, il a levé la main, il dit Mechila Arav, Gvodo Arav, il faut qu'atouf batorah. Où c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas être bête. Je dis, tu veux que ça soit écrit dans la Torah? Tu veux? Il m'a dit oui, parce que tout doit venir de la Torah. Je dis ok. Je dis, tu sais quoi? C'est écrit sur un Sefer Torah qui s'appelle l'homme. Cet homme, c'est toi. Et c'est marqué en lettres d'or sur ton front. Hamar. Tu me dis, alors le mec, il est revenu. Il m'a dit, oui, mais quand même. Et c'est vrai, il faut que ça soit écrit dans la Torah. Il dit, le Rav Saadia Gaon, dans la préface du Talmud et de la Gemara Brachot, il dit que toute chose que tu comprends d'après la Torah, que tu comprends d'après ton esprit, et que tu penses être vrai, pour toi, c'est mis la Torah. Vous me suivez ou non? Pour toi, c'est mis la Torah. Tu me dis, mais écoutez, je me pose en avocat du diable.
Tu n'es pas l'avocat du diable, tu es le diable. Oui. C'est quoi l'idée? C'est que il est interdit d'être bête. Il est interdit d'être ignorant. Il est interdit d'être lourd. Il est interdit d'être flemmard. Maintenant, jamais la Torah, elle va t'interdire une chose que tu ne peux pas atteindre. Donc si tu es paresseux, c'est un choix personnel. Le mec, il est là pour justifier le creux dans le canapé. Tu te rends compte si je me lève? Tu te rends compte ma responsabilité? Si je me lève, le creux va disparaître. Si je me lève, le creux dans le matelas va disparaître. Qu'est-ce qu'il va dire le Rav Danopilo et le Rav Simons? Qu'est-ce qu'ils vont tous dire? Tu es responsable de la disparition de ce creux. Non, ça a l'air débile, c'est vrai. Mais il y a des gens, tu dis, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? La vérité, j'ai tué le temps. Tu as tué le temps. Mais tu ta mère. Mais je veux dire, le temps, l'argent, tu peux le refaire. Ton mariage, tu peux le sauver. Tes enfants, tu peux reprendre le contact. Le business, tu peux le récupérer. Mais le temps, tu ne peux pas le récupérer. Le seul truc que tu as trouvé à tuer, c'est le temps. C'est bizarre, non? Pourquoi? Alors, si vous avez l'occasion, encore une fois, vous écoutez le cours Le prix du temps de Ben Chetri. Et là-bas, il rapporte un Rabbeinu Yona extraordinaire qui dit que le projet du Yetzer Hara n'est pas de te faire fauter. Le projet du Yetzer Hara, c'est de te faire perdre du temps. Maintenant, quand tu es inconscient, tu perds du temps. Quand tu es ignorant, tu perds du temps. Quand tu n'es pas construit, tu perds du temps. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu perds du temps. Quand tu n'as pas des repères très très solides, tu perds du temps. Quand tu rencontres les mauvaises personnes en étant convaincu que c'est les bonnes, pour te rendre compte 10 ans après que c'est pas les bonnes, le jour où elles te traitent de sale juive, tu dis mince, je sais pas épouser le bon. D'accord? Donc, tout ça c'est de la perte de temps. C'est le projet du Yetzer Hara, de la perte de temps. Parce que l'autre il met 14 ans pour se marier, et à la fin il se marie avec la dernière des dernières. Ouais. Après il met 5 ans à avoir des enfants, et le jour où le bébé est né, il dit je peux plus l'avoir, il veut divorcer. Après, l'enfant, il est là, il perd du temps à s'en occuper. Après, ils font la gueule pendant 3 ans. Après, il ne veut pas se construire pendant 10 ans. Après, il ne veut pas se remettre en cause pendant 30 ans. Mais tout ce temps-là, il passe. Vous savez que ça c'est un des défauts majeurs du temps, c'est que le temps passe. Vous le savez ou non? 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 J'ai vu des gens, 44 ans, Ahmed Chetrit, vous faites des shidduchim, je dis, ça peut m'arriver. Voilà, là c'est bon, là je me sens prêt. J'ai pas compris. Bah oui, jusque-là, je me sentais pas prêt. Ma mère me l'a dit, il y avait la pression sociale, puis moi, j'aime pas qu'on m'impose, je veux pas qu'on m'oblige. Non mais, les autres, ils peuvent t'obliger, mais la conscience, elle t'oblige pas. L'intelligence, elle t'oblige pas. La logique, elle t'oblige pas. La Torah, elle t'oblige pas. Donc, quand tu te sens obligé par des choses qui touchent à ta conscience, c'est ta lourdeur qui te stresse. Vous me suivez ou non? C'est la différence entre un prétexte et une raison. Quand quelqu'un fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose et que tu lui demandes mais pourquoi tu as fait ça? Et tu dis mais je l'ai fait pour ça, pour cette raison. Tu dis c'est ça ta raison? Oui c'est ma raison. C'est ta raison? Oui c'est ma raison. C'est pour cette raison que je l'ai fait. Comment vous savez si cette raison qui donne, c'est un prétexte ou une raison? Comment vous savez? C'est très simple. Écoutez bien, mais c'est un peu violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? La différence entre une raison et un prétexte, c'est que la raison, elle est raisonnable. Le prétexte n'est pas raisonnable. Donc quand la personne te dit, eh ben je sais pas, et puis j'ai pas de raison, et puis j'ai pas de logique, et puis je sais pas, c'est comme ça, et puis c'est une pulsion, et puis ça m'énerve, et puis j'ai pas les nerfs, et puis j'ai pas envie de réfléchir, c'est que c'est un prétexte. Or le prétexte, c'est parce qu'il n'y a pas d'étude de la Torah, puisque ça vient avant le texte, prétexte. C'est comme le contexte. Quand tu enlèves le texte, il reste le... Vous suivez ou... Donc l'idée, c'est ça. C'est que, est-ce que toi, écoute bien ce que je te dis, est-ce que toi, puisque tu as compris que la vie est une série de présents, est-ce que toi, tu veux répondre présent? Ou non? Vous me suivez ou non? Est-ce que tu veux répondre présent? Maintenant, c'est l'âge de faire des études. Fais tes études. Non, j'ai des gros problèmes avec mon copain, je n'arrive pas à me concentrer sur mes examens. Mais écoute chérie, t'es en terminale.
Ouais, mais tu sais, c'est l'homme de ma vie. Puis je vois, c'est vachement dur de se marier. Moi, j'en tiens un bon, je le lâche pas. Mais là, on s'engueule, on n'est pas bien. Je me prends la tête avec sa mère. Ils te font le shalom bayit en terminale. Pas en phase terminale. En classe de terminale. Tu dis, mais t'es même pas né. Et l'autre, pareil. 16 ans et demi. Ouais, de toute façon, il faut dire à mon père que je dois me marier. Je suis un homme, j'ai des besoins. Je dis, comment t'as des besoins? Mais enfin, Kevin. Il s'appelle Kevin parce que Kevin, ce qui va t'arriver. Ouais. Je dis, mais Kevin, ton jean, il est plus vieux que toi. Ton téléphone, il est plus intelligent que toi. Tu veux te marier? C'est-à-dire, tu penses que dans un an, tu peux être papa. Ouais, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais tu confonds la procréation et l'élevage. Tu sais, tu prends un cheval, tu l'amènes dans une écurie, il y a une jument qui est très très honnête. On le dit d'ailleurs, la vérité, c'est jument. Et puis on met le cheval derrière et il fait ce qu'il a à faire. Et ben tu sais qu'il y a un poney qui va naître. Ah, puis il est un petit poney, il est un poney le gars, ouais. Toi c'est pareil, toi c'est comme ça faire des enfants. C'est ça faire des enfants. Dormir ensemble, c'est ça faire des enfants. Des rabotailles. L'amour dans la Torah, c'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est le moteur de l'existence. L'existence maîtrisée s'appelle la maturité. La maturité accomplie s'appelle être soi-même. Donc si toi, tu n'es pas toi-même, tu veux te marier, mais comment tu vas te marier, Baba? Puisque le mariage, c'est la coexistence entre deux personnes qui existent. Et toi, tu n'existes pas. Puisque c'est ton Yetzer Hara qui prend les décisions à la place. La preuve, vous n'arrêtez pas de vous engueuler, vous prenez la tête, tu te perds dans des bêtises, tu t'enfuis dans des prétextes, tu refuses tes responsabilités, tu mens, tu triches, tu prends du shit. Mais comment un mec mature, il prend du shit? Pourquoi faire? Pour donner du courage, pour se détendre. Mais t'es le mec le plus détendu du monde, appelle le camembert tellement t'es lourd. Parce que t'as du stress. T'as du stress à 17 ans, toi. Oh, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 340 magasins avec 250 millions d'euros de chiffre d'affaires hebdomadaire? Là, tu vas te baigner dans la coke, là. Tu seras obligé. Tu dis, oui, mais je suis stressé. Mais ma copine, elle ne me répond pas à mes textos. Je lui dis, mais toi, tu vas être le contribuable de demain. La beauté, c'est pas shoot. La vie, c'est une série de présents. Oui. Mais celui qui répondra présent, c'est parce qu'il a compris que chaque présent est un présent. Chaque présent est un présent. Comme vous voyez, moi, je suis très très heureux de vivre ce moment avec vous. J'espère que c'est réciproque. Ouais. Donc comme ce moment-là, je sais que je ne le revivrai jamais. Ouais. Donc, je vais essayer de le vivre au maximum. Vous aussi, vous pouvez être dans la situation au maximum. Dire, allez, on y va. Allez, j'apprends, je change, j'évolue, je grandis. On peut faire un accélérateur de maturité. On peut changer des choses dans sa vie. Ou non, on veut le confort qui rend fort. Écoute, je suis comme je suis, et puis je suis pas bien, et puis tu sais ce qu'elle m'a fait ma mère, et tu sais que, et mon père, tu peux faire ça, tu peux rester dans ta caverne enfermé comme ça, avec ton doudou. Il n'y a rien à manger? À demain. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Une dramatique? Ah ben j'ai déjà ça dans ma vie. Après tu dis, bon, se marier, ouf, beaucoup de responsabilités. Le travail, grâce à Dieu, Hachem il a créé le RSA, le Covid, le PGE. Pourquoi j'ai besoin d'aller me prendre la tête à gagner des miettes? Je reste à la maison. Tu restes dans la caverne. Mais vous savez c'est quoi le problème? Parce que peut-être c'est ça le confort. Le problème, c'est que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, elle n'est donnée qu'à celui qui est. Et être, c'est passer du potentiel au réel. Donc, quand tu n'es pas, tu n'as pas la joie.
C'est pour ça que ces gens-là, ils sont tristes. Ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas. Tu dis oui, mais c'est dur, c'est compliqué, c'est contraignant, c'est éprouvant. Mais évidemment que c'est éprouvant d'exister, puisque l'épreuve de la vie, c'est pas une épreuve durant ta vie, c'est l'épreuve que tu es en vie. Parce que quand tu réponds présent dans ta réalité, ça s'appelle que tu es vivant. Donc quand tu réponds pas présent, tu es mort. Maintenant, le fait d'être vivant, c'est ça qui donne la joie. Donc en fait, c'est un piège. C'est comme les paresseux. Ils font tout pour éviter de faire des efforts. Mais c'est l'effort qui rend fort. Donc moins ils font d'efforts, plus ils sont faibles. Or, plus ils sont faibles, plus c'est un effort de faire un effort, puisqu'ils sont faibles. Donc le paresseux aurait des bonnes raisons de faire des efforts, puisqu'en faisant des efforts, il devient fort. Et plus il devient fort, moins il a besoin de faire d'efforts. Donc il pourrait être paresseux s'il était fort. Toute la vie, c'est pareil. C'est comme les glandeurs à l'école. Ouais, moi je kiffe, moi je fous rien. Moi tu vois, là, le Fayot, il rend les trucs, il bosse comme un fou, il fait des annales. Moi je fous rien, moi je kiffe, moi je profite du soleil, moi je profite de la mer, moi je vais à Joint-les-Pins, j'achète du pain, on me donne un joint. C'est la vie, quoi. Et l'autre, comme un brel, il est là, et il travaille. En seconde, il fait maths sup, en plus. En première, il fait maths spé. D'accord? En terminale, il rentre à Dauphine en deuxième truc. Ouais. Et en 3 ans, il a fini dentaire. Finance. Et HEC. Si vous allez dire, attendez, c'est complètement débile. Là, on est dans le feuilleton. Moi, je connais quelqu'un. Il a fait HEC et dentaire en même temps. Puis, mais ça veut rien dire. Attends, déjà, dentaire, je vais dire, t'as une dent contre tout le monde. Ouais. Donc, comment tu peux faire HEC en même temps? Eh bien, il l'a fait. Alors, il est débile. D'après toi, il est débile, c'est vrai. Bon, mais d'un autre côté, il a 31 ans et il a 31 cabinets. Il a 31 cabinets dentaires. Parce qu'il a pris les lois de la finance de HEC et du marketing développées sur la dentisterie. Je ne sais pas si tu vois dessus. Il a même eu un procès avec la Sécu parce qu'il a dit on ne peut pas faire un chiffre d'affaires pareil alors que vous êtes le seul dentiste. Il a dit oui, je mets des gars là-bas, il prend 6 dentistes avec lui, il fait des gros trucs. D'accord? Il a 6 sièges qui travaillent en même temps. Lui, il vient, il fait la chirurgie, elle fait le départ, elle fait les soins. Et puis il va derrière. Tu dis attends, on en est où là? Ben, on en est à 300 000 € par cabinet, par mois. Tu dis mais c'est beaucoup d'argent. Non, tu peux continuer à t'asseoir dans la salle d'attente en attendant. Ça a sonné, Catherine? Non. J'ai bien cru que ça avait sonné, hein. Oui. Mais ça n'a pas sonné. Que Dieu fasse que ça sonne. Comme ça, on sera heureux. Ça sonne, ve simcha. Donc le glandeur, il n'a rien produit. L'autre, il s'est déchiré. Mais il est détente. Donc toute la vie, c'est pareil. Ouais. Celui-là, il a étudié 15 ans de sa vie la Torah. Il a un Talmid Chacham. Il a une autonomie. C'est que le Talmid Chacham, s'il veut, il peut être directeur d'une yeshiva. Il peut être rave. Il peut être shochet. Mais il peut aussi être chef d'entreprise. Le jour où les rabbins, ils feront du business, mais les businessmen, ils fermeront les cartons. Mais réfléchis, comment un Rosh Yeshiva, qui a 1 million d'euros de dépenses mensuelles, il fait fonctionner une yeshiva de 300 ou 400 élèves sans 1 euro d'avance. Donc il a un produit qui s'appelle Kedal, qui s'appelle la Torah, il a un prévisionnel qui s'appelle Bitachon, et ça fonctionne depuis 22 ans. Et grâce à Dieu, il a un chiffre d'affaires, tu dis c'est pas possible. Même la banque, elle renonce à lui demander des prévisionnels, il ne sait pas. Donc si un mec qui peut faire des milliards avec rien, imagine qu'est-ce qu'il aurait fait avec du caoutchouc ou des baskets ou des immeubles. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Moi, combien de fois des gens qui me posent des questions, comment on fait comme ça dans le business? Je dis, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Ah ouais, oh là là, c'est génial. L'autre, il n'arrive pas à arranger la truc et tout ça, il est bloqué dans la machine à laver. Le mec est chez moi, il m'a dit j'arrive pas à la remonter. Je dis mais attends, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça entraîne ça. Je dis tu fais ça, tu enlèves ça, tu mets ça, après tu mets ça, après tu tiens ça, tu fais ça, et hop ça tourne. Il me dit oh là là mais vous avez fait une formation chez Darty? Je dis mon frère c'est de la logique, ça y a rien, c'est. Attends Tosfot, attends Rabbi Akiva Eger, attends Raphaïm sur le Rambam. Là tu vas sentir la sueur qui coule
Tellement t'auras mal à la tête. Là, c'est compliqué. Mais ça, c'est rien du tout, ça. C'est rien, c'est de la logique. Vous me suivez ou non? Mais comme les gens, ils se noient déjà dans un verre d'eau, comment ils vont imaginer la traversée du Pacifique? Ils se noient dans un verre d'eau. Mais comment on va faire? Des fois, les gens, ils viennent avec des plans de business. 1h30 pour expliquer le business. Je ne suis pas spécialement débile, hein. 1h30, comme ça, les tenants, les aboutissants, cette société, elle fait ça, celle qui alimente celle-là, celle qui fait celle-là, ça, on refacture sur celle-là, celle-là, on prend ça, on finance avec celle-là, celle-là, on prend le cash, on fait de la placement de... Ouais, 1h30. Pourquoi ils viennent chez moi? Moi, je suis un génie, moi. Non, je suis un gars normal. Ça s'appelle que Igia les Parashat Drachim. Ça veut dire que le Talmid Chacham, moi je ne suis pas un Talmid Chacham, moi, mais pour vous dire que la Torah, elle donne cette clarté. Parce que quand tu cherches le Emet, tu cherches la vérité dans le Tosfot, et tu cherches la vérité dans le Pshat de Rashi, et tu cherches la vérité dans Rashi. Donc après tu cherches la vérité dans la parole de quelqu'un. Après tu cherches la vérité dans un couple. Qui c'est qui se fout de la gueule de qui? Ouais. Après tu cherches la vérité chez la personne elle-même, de savoir quelle est la part d'intérêt qui empêche sa réflexion d'être assez objective pour se rendre compte qu'elle se moque d'elle-même. Parce que tu cherches la vérité. Mais si tu ne cherches pas la vérité, mais tu peux ne pas chercher la vérité même en étant avocat. Tu peux ne pas chercher la vérité même en étant politicien. Ce qui est pratiquement une mitzvah, ouais. Tu peux ne pas chercher la vérité dans ton couple, parce que tu penses toujours que c'est la faute de l'autre. Alors que si on est deux, on a minimum 100% de responsabilité sur 50% de la situation. Ou non, tu peux continuer à penser que c'est entièrement de la faute de l'autre. Alors toi, tu es la victime. Ouais. Et l'autre, c'est le bourreau. Moi, j'ai ça, moi. Les gens, ils m'appellent Ramed Chetri. Voilà, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et vous? Ben, moi, alors, si je comprends bien, madame, vous êtes victime, et votre mari, c'est un bourreau. Elle m'a dit, c'est exactement, vous avez bien synthétisé. Je dis, ça vous dérange pas si j'écoute la version de votre mari? Le mari m'appelle. Ah bon, elle vous a dit que je suis un bourreau? On part 5 fois en vacances. Elle a la carte Infinity, elle a la noire. On a 2 voitures. La maison sur la Côte d'Azur, c'est qui la paye? Elle fait rien, elle est tranquille, d'accord? Alors, et que, ah ben une fois je me suis mis en colère, oui, il y a 2 ans. Elle dit que je l'ai frappé. Non, j'ai claqué la porte. Elle dit, oui, mais on commence comme ça. Alors, je veux dire, si je comprends bien, votre femme, c'est un bourreau, et vous êtes une victime. Il me dit exactement, Rav, vous avez bien synthétisé la situation. Maintenant, moi, je suis embêté maintenant, parce que je me retrouve avec 2 personnes, et 2 bourreaux, et 2 victimes. Ça fait déjà 4. Vous me suivez? Ça va? Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une personne, on va dire, elle a un bourreau en face d'elle, et elle est la victime. Mais avant d'être, écoutez bien, avant d'être victime du bourreau qui est devant elle, elle est déjà victime du bourreau en elle, qui prend le relais des agressions du bourreau qui est devant elle, pour subir le bourreau qui est devant elle. Donc tu es déjà victime de ton bourreau qui est en toi, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi. Donc il y a le bourreau personnel de l'homme qui s'auto-mutile, et bourreau personnel de la femme qui s'auto-mutile. Ça fait maintenant 3 bourreaux et 3 victimes, puisqu'à chaque fois, tu es en même temps victime de l'autre et victime du bourreau qui est en toi. Je ne sais pas si vous sentez là. Ouais. Donc à la fin, ils sont combien dans cette histoire? Après, ils introduisent les parents, les beaux-parents. Vous ne connaissez pas ma belle-mère. Depuis le premier jour, elle ne m'a même pas voulu me regarder dans les yeux. Et le mari dit, mais écoute, chérie, ça fait 22 ans que je t'explique que ma mère a un strabisme. Donc en fait, quand elle tourne la tête, elle te regarde dans les yeux. C'est quand elle te regarde dans les yeux qu'elle regarde ailleurs. Oui, c'est parce que vous êtes tous une famille de menteurs. C'est ton opinion contre la mienne. Combien de gaspillage? Combien de gaspillage? Combien de souffrance? Combien d'années perdues? Combien de prises de tête? Combien d'années pour établir des faux problèmes dans l'espoir de trouver des vraies solutions à des faux problèmes? Vous me suivez ou non? Mais tout ça, c'est la vie qui est gaspillée, ça. C'est du gaspillage de vie. Pourquoi, encore une fois? Parce que le présent, Yami Menam Hozrim, les jours n'y reviennent pas. Ouais. Donc c'est dommage d'avoir gaspillé ça. Donc si on revient, parce qu'il faudrait qu'on commence à traiter le sujet, donc si c'est pas grave, le pire est à venir. D'accord? Donc, si on réfléchit, qu'est-ce qu'il a dit? Le pasuk. Shene Chaye Sarah.
les années de la vie de Sarah. On a compris que Chaye, c'est au pluriel, comme Chaim. Pourquoi? Parce que la vie, en vérité, c'est une série de séquences. Et chaque séquence, c'est une situation où, d'après nous, Dieu, d'après les autres, la vie te pose la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, c'est normal que tu vas avoir une épreuve qui te correspond. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est quoi la croyance en Dieu? La croyance en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Tu dis non, mais alors je ne suis pas d'accord. Ça, c'est du déterminisme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas en Dieu dans ce cas-là. Ok, alors tu crois à la psychologie quand même. Maintenant, dans la psychologie, c'est quoi? C'est que ce que tu génères en face de toi est souvent le reflet de tes manques. Donc, ce qui te fait peur, c'est ce qui te rattrape le premier. Or, les manques, on a dit, ça s'appelle chasser. Chasser, c'est quoi? C'est l'Yetzirara. L'Yetzirara, c'est le vide qui est en toi. Le vide qui est en toi, il se remplit de quoi? Eh bien, de ce que la réalité te propose. Donc, je vous donne l'image, elle est facile à comprendre. Vous prenez une bouteille. Si j'avais une bouteille, ça serait plus facile. Vous pouvez me passer la bouteille là-bas? Vide ou pleine? C'est pareil, ça dépend de la vision de la vie. Donc, là, vous avez une bouteille. Oui, non? Vous la voyez. Cette bouteille, au départ, elle était pleine. Enfin, j'espère. Bon. Elle était neuve en plus. On l'a ouverte, on l'a vidée. Maintenant, écoutez bien. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu, au niveau abstraction, ça peut être violent pour des gens qui pratiquent trop souvent le cerf-volant. Mais, vous voyez, c'est marqué 1,5 litre. On va dire qu'il reste un demi-litre. Ce qu'on a versé, imagine ce qu'on aurait versé de la bouteille, on l'aurait versé dans une bassine. Donc, il y aurait eu 1 litre dans la bassine et un demi-litre dans la bouteille. Ça va? Attention, ce qu'il y a dans la bassine, c'est ce qui manque dans la bouteille. Donc il y a une correspondance entre la bassine et la bouteille. Maintenant, la bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. C'est beau, hein? Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, ouais, il sait sur quoi il va être éprouvé. C'est logique. Un pêcheur. Comment on l'appelle un pêcheur? Un rachat? Non, un pêcheur. C'est comme un homme, c'est comme un poisson qui nage. Il nage tranquille dans la rivière. Mais vraiment plus détendu que moi, tu meurs. Et d'un seul coup, il voit un ver de terre devant lui. Il ne comprend pas. Parce qu'il est entre deux eaux. Il y a le fond de la rivière et il y a la surface. Il réfléchit, ce poisson. Moi, j'ai pêché, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup pêché. Pas des avéroles, de la pêche. À la ligne. Donc des fois, l'eau, elle est transparente. Et tu restes 4 heures. Et tu vois le poisson arriver. Et il regarde l'hameçon. Il regarde. Il te nargue. Des fois, il tape dedans comme ça. Pour voir si c'est un piège. C'est incroyable la pêche. Ouais. Maintenant, venons réfléchir. Toi, tu veux pêcher. Qu'est-ce que tu mets au bout de l'hameçon? Un smartphone, un iPad. Mais non, tu mets qu'est-ce que le poisson il mange. Ça va? Le Yetzirara, c'est un pêcheur. Il veut attraper des neshamot. Qu'est-ce qu'il met au bout? Ce que la personne, elle veut. Maintenant, ce qu'elle veut en général, c'est ce qui lui manque. Donc, elle va lui envoyer exactement ce qui lui manque pour que l'autre est mort dedans. Donc, c'est pour ça que la maîtresse, elle a toutes les qualités que ta femme n'a pas. C'est pour ça que ton amant, il va être une pluie de compliments, alors que ton mari, il va être le mchel, l'anorexique de la louange. Jamais un compliment, jamais. Donc toi, tu es dans un niveau d'anorexie comme ça de soi. Il arrive Christian, Mathieu ou Nicolas au bureau, il te dit, mais enfin Myriam, vous êtes magnifique. Mais Myriam, vous êtes extraordinaire. Mais Myriam, vous êtes une valeur. Mais vous êtes un diamant, vous êtes une lumière. L'autre, elle n'en peut plus. Comment elle va faire? Elle va craquer. Et si possible, payer en nature. Elle va donner d'elle-même. S'ils ont réussi à mettre les choses à plat ou à superposer les arguments. Regardez sur l'oralenu.com, il y a tous les cas, ils sont rapportés là-bas. Ouais. Mais toi, tu réfléchis. Ouais. Moi, combien de fois je l'ai entendu celle-là, mais Rabben Chetrit, je sais que c'est assourd. Je sais que c'est interdit par la Torah. Je sais que j'appelle un rabbin et que c'est pour me faire taper sur la tête. Mais Rabben Chetrit, cette femme-là, c'est mon âme sœur.
Mais elle a exactement les qualités dont j'ai besoin. Elle est exactement le contraire de ma femme. Elle finit mes phrases. On pense l'un à l'autre en même temps. Et je pense à elle, elle m'appelle. On a grandi dans le même truc. Nos grands-mères se connaissaient. Peut-être qu'on a été promis l'un à l'autre. Maintenant, moi, j'ai grandi aux États-Unis. Elle a grandi en Tunisie. Et maintenant, on s'est retrouvés. Alors, c'est pas Mina Shamaïm. J'ai dit, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Toi, tu es marié, tu as 6 enfants. Tu as 19 ans de mariage. Elle a 16 ans de mariage. Tu crois pas que le bon Dieu, s'il voulait faire votre bonheur, il aurait pu la jouer plus simple? Oui, mais c'est mon âme sœur. Et ta sœur? Razéchala. Ouais. Donc ça veut dire, écoute bien, et dit le Rav Chaim Shmulevitz, ça veut dire que ton épreuve, elle te ressemble. Donc si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si tu as une épreuve sur l'argent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Si tu as une épreuve dans le Lachon Hara, c'est que tu as un problème avec la sécurité intérieure, avec la confiance en soi, et tu as besoin de parler du mal sur les autres pour te grandir à toi. Ça s'appelle la Megadel et Tatsmo al-Kalun Chavero, celui qui se grandit en rabaissant l'autre. Donc ça veut dire que ton épreuve, elle te définit. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que l'épreuve, le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce que tu as besoin? Écoutez bien, mais c'est violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de t'envoyer ce que tu as besoin, il a d'abord créé le besoin. Donc dans ton couple, il empêche la communication. Après, il t'envoie quelqu'un qui communique. Toi, tu ne veux pas parler avec tes parents et tu rencontres quelqu'un qui te parle. Toi, tu ne veux pas apprendre ta religion. Donc tu auras la tentation du mariage mixte. Parce que l'autre, il est vachement intelligent, il est vachement équilibré. Alors que les autres, ils sont vachement typés, presque communautaires, limite juifs, quoi. Bah oui, c'est un défaut majeur chez les juifs. C'est que les juifs, je m'excuse de le dire, hein, sont juifs. Maintenant, si tu vis ton judaïsme avec équilibre, avec amour, avec maturité, t'es le plus heureux des gens. Comme le musulman qui est bien dans sa peau, comme le chrétien qui assume sa religion, comme le bouddhiste qui est bien dans sa tête. Mais si toi tu vis mal ta religion, parce que encore une fois tu es inadapté, parce que tu n'as pas appris, parce que tu ne sais pas, parce que tu crois encore une fois que ta culture, parce que tu as fait 2 ans de philosophie et 1 an de prépa, tu crois que maintenant tu as une force décisionnelle. Je vous dis que j'étais pas débile, ouais. Et un jour, j'étais en classe de première. Et il y a un petit jeune à côté de moi c'était dans une école pas très religieuse, mais bon, il faisait du Pirkei Avot. Et puis dans cette phrase, il dit une phrase. Il dit Imen anili imili veim lo arsha vematai. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Et si c'est pas maintenant, quand? J'ai dit, tu peux me traduire en français? Moi j'étais nul, il m'a traduit. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis là? Et je lui ai dit, mais il y a toute la problématique humaine, elle est là. Ben oui, parce que im en anilimili, c'est-à-dire si moi, je ne suis pas pour moi, c'est-à-dire si je n'ai pas développé en moi un moi qui va s'occuper de moi pour devenir moi, personne ne peut m'aider moi à devenir moi. Ça, c'est la partie personnelle. Mais à part ça, il y a le chrono qui tourne. C'est quoi? C'est que le temps, il passe. Donc tout le temps que tu n'optimises pas à devenir toi, pour être présent dans la réalité qui te fait devenir toi, ce temps-là il passe, ve'im lo arshav et matai. Donc c'est quand le bon moment? Maintenant. C'est qui la bonne personne? Toi. Maintenant, quand tu es la bonne personne au bon moment, comment ça s'appelle en français? Le bonheur. Dites-moi, vous jamais vous êtes demandé pourquoi le mot bonheur et le mot bonne heure, ils se ressemblent? Pourquoi le bonheur, il vient à la bonne heure? À la bonne heure. Ouais, mais c'est très simple. Parce que, comment on dit bonheur en hébreu? Bon, je rappelle la situation géopolitique de l'Europe. Si vous voulez apprendre, si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. D'accord? C'est pas possible ça. Oh là 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 là. Bon, restez calme. Bonheur, oui, bonheur c'est Osher. Mais bonne heure en hébreu, c'est Shara Tova. Shara Tova.
Vous comprenez ou non? Quand est-ce la Brit Mila? Béchara Tova. Quand est-ce le mariage? Béchara Tova. Quand est-ce que je vais maigrir? Vous savez, il y en a un, toutes les semaines, il jouait la date de la mort de sa belle-mère au loto. Un jour, il y en a un, il lui a dit, mais je comprends pas. Elle n'est pas morte. Il a dit, je change la date. Akbal, ça va venir. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? J'ai rien contre les belles-mères. Hazvi Shalom. D'ailleurs, j'en ai une de folie, je touche du bois. Qu'Hachem la garde en bonne santé, elle et mon beau-père, qui sont des gens extraordinaires, puisque déjà, ils m'ont donné une femme qui est capable de me supporter. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? De quoi je parlais? Ah oui, bonheur. Écoutez bien ça. Tov, dans la Torah, ne veut pas dire bon. Ça, c'est à l'ulpan, ça. Ça, c'est si tu vas appeler le matin, tu veux réveiller un joueur de poker, tu dis poker Tov, poker Tov. Tov, en hébreu, ça veut dire bon. Mais dans le langage des Chachamim, dans l'esprit de la Torah, Tov, ça veut dire complet. Donc, Sha'a Tova, c'est pas une heure bonne, c'est une heure complète. Vous me suivez ou non? Yom Tov, c'est un jour complet. Adam Tov, c'est un homme complet. Même quand un homme et une femme se marient, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov. Ça veut dire le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme. Le mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux se rencontrent, le mazal, il est complet. Mazal Tov. Maintenant, tant que le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, on ne peut pas dire mazal Tov. On dit mazal Majal. Bon, d'accord. Bon. Je vous dis d'apprendre l'arabe. Donc, c'est le ministère de l'intégration qui nous oblige. Donc c'est quoi l'idée? D'accord? Donc, si Tov, ça veut dire complet. Écoutez bien. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est complet. Ça veut dire aussi quelque chose qui me complète. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que la réalité, elle est adaptée à moi. D'accord? Elle vient me compléter. Dans les plus, elle me complète par rapport à mes moins. Dans mes moins, elle me complète parce qu'elle me montre que les moins qui sont en face de moi me définissent, parce qu'on a dit que mon épreuve, il est que la projection de mes manques. Maintenant, quand moi, je vais surmonter l'épreuve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir complet d'une proposition d'être incomplet. Ça va? Quand je vais optimiser un potentiel, je vais sortir grandi d'une situation qui était parfaite, mais je la rends complète. Donc, Sha'a Tova, c'est ce qui va me compléter. De la même manière, Ma'asim Tovim, c'est quoi Ma'asim Tovim? Alors les gens ils croient Ma'asim Tovim, c'est des bonnes actions, des BA, comme on dit chez les scouts. Les scouts, quoi c'est le scoutisme? Il y a même des scouts israélites, hein, c'est une espèce c'est très proche de la religion juive, mais c'est pas juif, mais c'est très proche. D'ailleurs, on les a fait taire très tôt. Hein. Et où est Scott de France, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Une fois, j'étais comme ça dans un club de scoutisme, soi-disant israélite. Je dis, on fait le Birkat Amazon? Ah, et Shabbat, c'est compliqué, ça tombe samedi. D'accord, bon. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Ma'asim Tovim, ça veut dire Ma'asim Shlemim. Ma'asim Shlemim, ça veut dire des actes entiers. Maintenant, un homme, écoutez bien, il doit fabriquer des actes entiers. Si tu fais quelque chose, mais il y a un défaut. Tu dis quelque chose, mais c'est pas ce que tu penses. Tu investis quelque chose, mais ça amène des problèmes. Il n'est pas complet ton acte. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi, tu es complet, tu vas projeter du complet, tu vas créer du complet. Si toi, tu es incomplet, tu projettes de l'incomplet. C'est pour ça que c'est marqué dans le passage, vous voyez, Titsou, Kolpoal et Aven, ouais, ils vont bourgeonner tous les actes du rachat. Ils disent les commentaires, parce que l'acte du rachat, il est toujours à l'état de bourgeon. Jamais il devient complet, fruits et fleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est très simple. Si vous mettez une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je répète, puisqu'on m'a dit que c'est des étudiants, tu peux y aller très fort, ils ont une capacité de connexion incroyable. Je crois qu'on est à la DSL. Donc, je répète. Si quelqu'un met une main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? 5, la voie de la logique, et la perspicacité, parce que vous savez que souvent dans la réalité, il y a des PAC, ce qu'on appelle en philosophie, des pièges
Donc il y a un malin qui va dire, eh ben ça dépend combien il y a de doigts dans la main. S'il y a 4 doigts, il y a 4 doigts dans l'ombre. S'il y a 3 doigts, il y a 3 doigts dans l'ombre. Tu dis, ouais, mais vous n'aviez pas dit que le mec, il est amputé. Prépare-toi dans la vie, il y en aura des surprises. D'accord? Tu verras, le prix des travaux, il va doubler quand tu fais le pavillon. Ta femme, elle te dit toujours la moitié du prix de ce que ça vaut quand elle l'achète. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, Hachem. Donc c'est quoi l'idée? La personne, c'est la main. L'ombre, c'est l'acte. L'acte de la personne, il est la projection de la personne. Si la personne, elle est complète, elle projette du complet. Pourquoi il y a des gens qui terminent leur projet? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent même pas à finir leur phrase? Pourquoi des gens qui vont au bout de leur raisonnement, des gens qui vont au bout de leur rêve, et des gens qui s'arrêtent au milieu? Pourquoi des gens qui sont en éternel échec, rater le permis, rater le BEPC, rater le bac, le seul truc qu'il n'a pas raté, c'est l'échec. Et ça, il l'a raté du premier coup, sans le rattrapage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, la vraie question, si tu ne produis pas du complet, c'est est-ce que tu es complet ou incomplet? Comme si non. Comme quelqu'un qui fait la moitié du programme. Il a 50% de chance de tomber sur un truc qu'il ne connaît pas. Après, tu dis, ouais, mais je ne pouvais pas tout faire. Ok, donc tu as choisi de redoubler. Tu dis, mais je ne veux pas redoubler, parce que j'ai une chance sur 2. Ok, ben, fais ça, la roulette russe, tu vas voir quelle est ta durée de vie. Tu mets une balle sur 2. Mais il fait le Kaddish quand même. Non, mais Chas Shalom, il fait le Kaddish quand même. Ouais, c'est normal, c'est la roulette russe. Donc la vie, c'est la roulette russe. Je vois les gens, ils se côtoient, ils restent ensemble, ils couchent ensemble. Et après, ils parlent de mariage. Il lui dit, mais je suis marié. Mais tu ne me l'as pas dit? Oh bah tu sais, t'avais une chance sur 2. Ah bon? Mais t'es pas encore divorcé? Non, monsieur, c'est en voie. T'es pas encore converti? Ah bon? Non, bah alors tu peux pas côtoyer des gens. Comment tu peux être avec quelqu'un si t'es pas converti? Ouais, mais on s'aime. Arrêtez de semer, il y a quelqu'un qui va naître. C'est normal. T'as un projet de conversion, il n'y a pas de garçon. T'as un projet de conversion, il n'y a pas de fille. Tu me dis, non, mais attendez, Rav, ici on a des sentiments. Hein. Si ça nous tombe dessus, quoi, Mina Satanim ou Mina Shamaim? C'est normal. Comment tu peux rester objectif si tu as déjà des projets sentimentaux? Donc dans toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ce que tu vas créer, ça va être le fruit de ce que tu es. Donc les gens malins, ils se construisent et ensuite ils produisent. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent et après ils essaient de se construire. Donc ils passent leur vie à bricoler, à réparer, à arranger, après thérapie. Peut-être que tu pouvais faire les choses dans l'ordre. Bien installé, bien développé. Comme Windows. Aujourd'hui, quand tu achètes l'ordinateur, il y a Windows. Mais à l'époque, vous vous rappelez, il fallait l'installer. Donc tu avais la disquette de Windows, tu avais le CD de Windows. Des fois, c'était mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD, c'est mortel. Donc tu mettais le CD, puis après, il fallait appuyer sur Next. Et puis toi, tu étais tellement pressé, tu appuyais sur Next. Jusqu'à arriver à Netflix. Ouais. Et après, il ne reconnaît pas l'imprimante. Il n'arrive pas à se brancher sur Internet. Alors tu l'amènes chez l'informaticien, il dit, avez-vous installé les drivers? Mais quel driver? J'ai acheté déjà l'ordinateur, j'ai acheté le CD de Windows, alors que tous mes copains ils le piratent. Maintenant il faut mettre les drivers. Ben, bien sûr, comment il va reconnaître l'imprimante s'il n'y a pas de driver? Ah, il faut un driver, un chauffeur. Ben, c'est exactement pareil. Si tu as installé ton couple, il ne va pas bugger, mais tu ne l'installes pas toi. Tu passes des mois et des mois à choisir le traiteur, à vérifier que ta fille, ta copine, c'est pas un Android. Tu essaies toutes les positions avant de truquer. Tu cherches la choupa. Tu vas voir le wedding planner pour voir quel va être le thème de la soirée. Mais le plus important, de travailler vos midotes, de mettre l'Aïrat Shamaim dans votre couple, de réfléchir comment il y aura la shrina chez vous, et quelle est la halacha, et qu'est-ce que tu feras quand elle est nida. Ça, tu t'en es pas préoccupé, ça. Mais peut-être quand tu vas commencer à avoir des couples, des problèmes de couple, tu peux aller voir le photographe. Tu dis, écoute, je t'ai donné 3 000 € pour le mariage. Là, je me suis engueulé avec ma femme. Tu peux aller lui parler. Mais qu'est-ce qu'il va dire, le photographe? Il n'y a pas photo. Je vous ai vus tous les deux, j'ai tout de suite compris que c'était un cliché. Monsieur, non. Tu vas aller voir le traiteur. Tu lui as dit, écoutez, monsieur le traiteur, on vous a donné 30 000 €.
Elle m'a foutu dehors. Vous ne pouvez pas lui parler. 30 000 euros. Vous avez fait un bon chiffre d'affaires sur ma tête. Vous avez pris un bon... Allez lui parler. Dites-lui qu'elle m'accepte à la maison. Elle dit, je peux pas. Allez voir un psy. Pourquoi? C'est comme moi, ça se termine sur les canapés. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que les gens, au lieu de s'occuper du principal, ils s'occupent du secondaire. Ouais, au lieu de s'occuper de l'essentiel, ils s'occupent du superficiel. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle est superficielle. Alors je vous dis le malheur. Le malheur, c'est que les gens superficiels ont des problèmes essentiels, comme tout le monde. Mais ils essayent d'apporter des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Le mec, il a un gros problème de communication avec sa femme, il lui dit, tiens, prends 1 000 euros, va t'acheter un sac. Mais elle dit, mais je veux parler avec toi. Oh, arrête de me saouler, tiens, prends 2 000. D'accord? Ils ont un très gros problème d'intimité. Il dit, bon, tu sais, on va à Monaco, on va à Deauville, on va au casino. Elle dit, mais écoute, chérie, je ressens rien. Tu ressens rien. Viens, on parle, on essaie de comprendre ce qui se passe. Attends, tu me saoules, et puis j'ai honte, t'as l'air de quoi? C'est quoi, ça te parlait des trucs comme ça? Ben, c'était ma femme, je peux pas parler avec toi, avec qui je vais parler? Non, vous avez compris. Les gens superficiels essayent d'apporter des solutions superficielles à des problèmes essentiels. Or, les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Donc, les problèmes essentiels durent. Donc, pour régler un problème essentiel, il faut une solution essentielle. Si tu as un problème superficiel, tu as faim, eh ben, tu fais une omelette, tu te fais un sandwich, tu manges. Un problème superficiel, solution superficielle. Mais si tu as un gros problème de confiance en toi, si tu as un vrai problème de colère, si tu as un vrai problème de compréhension de la Torah, ne fais pas une solution superficielle, genre la Torah pour les nuls, ou le christianisme pour chacun. Non. Non, il faut aller chercher des solutions essentielles. Et c'est ça qui fait de la peine. Moi, je vois des gens très, très intelligents. Mais pourquoi vous ne vous donnez pas les moyens? Aujourd'hui, on a des rabbins, on a des sites, on a des cours, on a des CD, des DV, bientôt, ils vont faire des implants. Tu vas apprendre la Torah, ils vont te faire un implant. Ils te le collent ici, là. Et la Torah, elle rentre, doucement. Comme le patch des cigarettes, ils vont faire le patch de Torah. Ils vont te le mettre comme ça. Tu dis, tiens, je vais étudier Baba Kama. Ouais, il te met le patch de Baba Kama. Waouh, une semaine après, tu es Baba Kama. D'accord? Donc, il dit, dans la vie, c'est pareil. Donc, ça veut dire d'amener des vraies solutions à des faux problèmes. Le problème, c'est que les gens, ils amènent des fausses solutions à des vrais problèmes. Ou des vraies solutions à des faux problèmes. Il faut que le vrai problème, il rencontre la vraie solution. Comment ça s'appelle? Le Hémet. D'accord? Maintenant, les gens, ils parlent toujours de se sentir vivant. Vous savez, vous voyez les mecs, le mec, il a fait la transatlantique à la nage. Il s'est senti vivant. Celui-là, il fait des descentes de ski de malade. Il a fait la traversée des montagnes du Tibet en VTT en marche arrière. Ça, c'est un truc. Le mec, il est dans le livre des records. Parce qu'ils n'ont jamais retrouvé un fou pour essayer de le refaire. D'accord? Vous avez le livre des records? Achetez-le. Vous l'amenez aux toilettes, ça peut aider. C'est incroyable. Une fois, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais lu, il y avait eu un record. Le mec, il a traversé, écoutez bien, toute la Californie en marche arrière, en poussant des petits pois avec des pailles. C'est qu'il y avait un petit pois par terre, il avait une réserve, il avait une longue paille de 60 cm, et il soufflait sur le petit pois. En marche arrière, il a traversé toute la Californie. Et il est dans le livre des records, vous pouvez vérifier. Écoutez-moi bien, j'espère que Dieu fasse qu'il n'y a jamais un deuxième con qui voudra faire mieux que lui. Parce que déjà, pour faire ça, il faut avoir déjà une dose. Le mec, il aurait pu être président à l'époque où on en cherchait des normaux. Parce que moi, président, on va pas en faire un fromage. De Hollande. Il y a 20 ans quand même de réactivité. Oui. La bataille, c'est pas shoot. Oui. La vie, c'est des séquences. À chaque séquence, tu dois répondre présent. À chaque fois que tu réponds présent, tu te sens tov, tu te sens complet. Plus tu te sens complet, plus tu te sens fort. Plus tu te sens fort, plus tu te sens en accord. Plus tu te sens en accord, plus ça développe la confiance en toi. Plus tu développes la confiance en toi,
puis tu es impliqué dans des choix plus grands. Le fait de constater que tu as atteint cette satisfaction d'être, ça développe la confiance en soi. Maintenant, pour y arriver, il faut que tu connaisses le toi qui est dedans, qui n'est pas le Yetzer Hara. Donc tu complètes ton être à l'intérieur pour être entier. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Pour y arriver, il faut que tu te donnes les moyens d'exister. Et le respect, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Donc tu atteins le respect de soi. Donc ici, en 3 phrases, je vous ai donné une clé pour atteindre le respect de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi. À la limite, j'ai envie de vous donner la clé de la peinture sur soi et de la cravate en soi. Comme ça, vous aurez le complet. Ouais. Alors pourquoi c'est tellement difficile? Alors, moi, j'appelle ça la flemme existentielle. Des gens, ils ont la flemme d'exister. Il y a la flemme de se lever, la flemme de travailler. Il y a une flemme aussi très très développée. Ça s'appelle la difficulté à se remettre en cause. La psychorigidité, l'obstination, la blata olympique. Alors qu'il faut le contraire. Il faut ce qu'on appelle en anglais khfifout. Vous parlez l'anglais? Il faut être khfif. Tac, 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 tac. Tac. Ouais. Des fois, les gars, ils me disent « Oh, Raph, vous avez une vitesse de réactivité incroyable. » Je dis « Ben, c'est normal. Le minimum, c'est d'avoir un esprit rapide. » Pourquoi? Parce que la vie, elle va vite. Les choix, ils vont vite. Ouais. Tu peux pas être lent. Si tu es lent, tu risques de rater les étapes. Encore une fois, le gars, c'est avec elle que j'aurais dû épouser. Mais elle était en face de toi pendant 3 ans. Oui, mais je pensais que c'était la première, c'était trop tôt. Ouais. Après, il dit, ah, j'aurais dû faire dentaire. Pourquoi j'ai fait du droit? Bah, parce qu'en sortant de la fac, il y a un mec qui m'a dit, on prend à droite. Ah, j'ai dit Mina Shamaï. Ah, j'aurais dû aller à l'Yeshiva. Oui, mais le mec, il m'a dit, ah, de quoi tu vas vivre plus tard? Tu vois, finalement, le rabbin, il gagne plus d'argent que toi. Alors que toi, tu es chef d'entreprise. Ouais. Alors, c'est possible. C'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tous ces choix-là, qu'on n'a pas fait, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. Le choix, c'est une alternative. L'alternative, c'est que tu as les deux côtés. Mais si tu n'as pas développé la personne pour être capable de décider, si tu n'as pas développé la maturité, si tu n'as même pas la connaissance de l'autre possibilité, ouais, j'adore quand les gens me disent « je fais ce que je veux ». Mais tu es dans le rêve total, tu es dans le pain complet, ce qu'on appelle le pain total. Ben oui, parce que je fais ce que je veux. Le jeu extérieur, c'est celui qui fait. Le jeu intérieur, c'est celui qui veut. Il faut développer le jeu intérieur, il faut maîtriser la volonté, il faut construire le jeu extérieur et il faut maîtriser son acte. À ce moment-là, ça s'appelle « je fais ce que je veux ». Mais si ton moi intérieur n'est pas construit, parce que tu es à 99% maîtrisé par ton Yetzer Hara ou par ton obsession, ou ton angoisse, ou ta névrose, appelle-le comme tu veux, ouais. Si ta volonté n'est pas maîtrisée parce que tu la reconnais même pas, si ton axe extérieur il n'est pas utilisé, optimisé parce que tu ne le perçois pas, tu ne le reçois pas, tu ne vois pas, si ton jeu extérieur n'existe pas parce qu'il n'est que le fruit de la projection de ce que les autres te renvoient de toi et non pas de ce que tu es censé être, donc comment tu peux dire je fais ce que je veux puisqu'il manque les 4 éléments? Je fais ce que je veux, il manque les 4. Le 5e, vous avez vu le film. Mais les 4, il manque les 4. C'est bizarre. Donc je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi c'est les gens qui revendiquent la liberté qui au fond ne sont pas libres? Vous suivez ou non? Moi je veux pas la Torah, je suis libre. Moi je veux pas la religion, je suis libre. Moi je veux pas. Mais tu veux pas les contrats de la religion, mais tu veux les contrats de la société. Toi tu es obligé de te mettre en Égypte. Toi tu es obligé de te mettre un décolleté. Pourquoi? Tu vois mais c'est la mode. Et alors? Tu es devenu un shawarma. C'est que moi, la vérité, j'ai une très belle poitrine. Jamais vous me verrez en décolleté, en costume fendu. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu dis, écoute, ça pourrait apporter, c'est vrai. Tu parles de Torah, tu parles de psychologie, t'as de l'humour, t'as du charisme, t'as de la prestance. Rajoute le sex appeal. Le sex appeal, c'est celui qui marche même quand il n'est pas sur secteur. C'est pas le sex appeal? Oui, c'est pas. Sex apple. C'est pour ça qu'il y a tellement de sexe sur le iPhone. Parce que c'est un sex apple. C'est pas grave. Donc, ouais.
Il dit la logique, je pourrais rajouter. Maintenant, pourquoi je ne viens pas avec une chemise ouverte, avec un bronzage comme ça, une chemise à fleurs, et avec un gros high? Frérot, poteau, tu m'entends là? J'y vais. J'ai quelque chose à dire, moi. Attends, j'aurais pu être rappeur, mais malheureusement, j'ai oublié de me faire râper le cerveau. D'accord? Vous avez compris ou non? Non, pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi j'ai pas besoin du sex appeal? Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. C'est un peu violent. Vous êtes bien, les filles, là? Écoutez bien. Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Et si je veux tout montrer, ça veut dire que ce que j'ai à montrer est plus important que ce que j'ai à dire. Maintenant, vous ne pouvez pas venir pour ce que j'ai à montrer, parce que là, il a rage. Mais j'espère que vous êtes venus pour ce que j'ai à dire. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur. Alors, il y a une femme qui est venue me voir. Elle me dit, écoutez, Rav, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, avec votre idée fermée, obscure de la pudeur. Moi, je suis une femme belle, je peux le montrer. Et puis, si les gens me regardent, eh ben, qu'ils n'ont qu'à me regarder, j'ai rien à cacher. Je dis, je peux me permettre de vous dire une remarque? Elle me dit, bien sûr, vous êtes ouverte d'esprit, vous êtes cool, vous n'êtes pas névrosé, suicidaire. Elle me dit, non. Je dis, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Elle me dit, comment ça? Ben, bien sûr, regardez une vache. Vous avez déjà vu une vache? La vache, elle est toute nue, vous savez ou non? Elle a même les mamelles à l'air. Tu dis, attends, mais on est à la plage ou quoi? Non, non, non. C'est une vache. Alors il me dit quoi? Vous me traitez de vache parce que j'ai rien à cacher? La vache, c'est de la viande. C'est de la viande dedans, c'est de la viande dehors. C'est que de la viande. Ouais. Maintenant, exister, c'est être à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est quoi? C'est exprimer ce que tu as dedans. Mais si dedans, tu es de la viande, donc tu ne peux pas exprimer de la viande. Je ne sais pas si vous avez croisé le regard d'une vache un jour. Jamais. Il est bovin. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. À 14 ans, j'allais dans les prés, comme ça, quand on était en vacances. Je rentrais dans un pré. Je me mettais en face d'une vache, pendant une demi-heure, une heure, c'est pas évident. Et j'ai essayé de capter son regard. Au début, la vache, elle ne te regarde pas, elle rumine. Elle rumine, on dirait ta belle-sœur, d'accord? Et puis au bout d'un moment, elle voit que tu restes devant elle, elle lève la tête, puis elle te regarde dans les yeux. Et toi, tu la regardes dans les yeux, et elle te regarde dans les yeux, tu la regardes dans les yeux. Ça dure bien un quart d'heure. C'est long, un quart d'heure, pour regarder une vache dans les yeux. Et après, tu t'en vas. Alors, il y a toujours des gens qui me disent, Avechia, la vérité, vous n'étiez pas un peu perturbé, à 14 ans, d'aller regarder une vache dans les yeux? Je dis, non, tu sais pourquoi? Ça s'appelle la référence zéro. C'est la référence zéro. Quand tu regardes une vache dans les yeux, et que tu essaies de comprendre le fond de sa personne, et que tu perçois rien, c'est parce qu'il n'y a rien. Et tu as la référence zéro. Maintenant, si dans ta vie, tu croises des gens, et que quand tu les regardes dans les yeux pendant 5 minutes, tu ressens la même sensation, c'est que tu es dans la référence zéro. Ça va? Alors la fille, elle m'a dit, alors à ce moment-là, vous me traitez de vache? Je dis, Chas v'shalom, je ne traite pas de vache. D'accord? Mais d'un autre côté, la vérité, vous êtes marié? Elle me dit oui. La première fois qu'il vous a vu, votre mari, qu'est-ce qu'il a dit? Oh la vache. En plus, comment vous appelez votre prénom? Elle m'a dit Marguerite. Mina Shamaïm. En plus, le bonheur est dans le pré. Extraordinaire. Votre fils, il fume de l'herbe. Oh là oh. Oui, et vous habitez où? La petite maison dans la prairie. Mais c'est The Bonheur, pour ne pas dire The Couple. Donc vous avez compris qu'en vérité, le choix, il est clair. Ouais. Est-ce que la personne, elle va développer sa personne en maturité? Elle va développer sa personne en connaissance. Elle va développer sa personne en joie. Elle va développer sa personne en maturité. Et après, la vie, elle va être facile. Ouais. C'est pour ça que Rachid a dit Shene Chayesa, ouais, Kulan Shavin Letova. C'est-à-dire que chaque année de Sarah, elle était complète. Chaque mois de Sarah, il était complet. Chaque jour, chaque seconde, il était complet. Comme c'est marqué Avraham Baba Yamim, ouais, Avraham, il était avancé dans les jours. Ils disent les commentaires, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Toi, tu peux venir à 120 ans devant le bon Dieu. Tu dis, voilà, cette journée-là, voilà ce que j'ai fait. Cette journée-là, voilà ce que j'ai fait. J'ai optimisé chaque jour. J'ai optimisé chaque heure. Tu peux faire ça? Tu peux dire, non, jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'existais pas. Un jour, en éclatant un bouton d'acné, je me suis rendu compte qu'on y avait un mec derrière.
Après, à ce moment-là, j'ai découvert le sexe opposé, donc masturbation, découvert des sites porno. Après, je me suis marié, j'étais la tête dans la préparation du mariage. Après, trouver l'argent pour payer le pavillon. Après, de se battre pour la bar mitzvah des enfants. Après, évidemment, la crise de la quarantaine, j'ai découvert que ma femme avait grossi par contraste à ma secrétaire qui avait maigri. Après, j'ai fait la folie de la quarantaine, j'ai été voir ailleurs. Ouais. Après, je l'ai regretté parce que du coup, ma femme, elle est partie. Moi, je me suis retrouvé jeté. La collègue de travail, elle m'a basé. Et moi, j'avais plus rien. Et puis là, j'ai fait ma dépression. Ça veut dire que j'ai eu un programme extraordinaire. Mais toute ta vie, tu as été victime. Toute ta vie, tu as été dominé. Jamais tu as été libre. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est marqué Oskim Batorah Eluhem Benechorim. Ceux qui étudient la Torah, ceux qui pratiquent la mitzvah, ils sont libres. Tu dis, mais comment il est libre, le mec, il a l'équipe à la barbe. Mais tu n'as pas compris. Quand la Torah, elle t'a dit ne vole pas, elle t'a libéré d'une maladie extraordinaire de croire que l'argent des autres, c'est le tien. Tu sais, il y en a combien qui sont malades de ça? Quand la Torah, elle t'a dit ne convoite pas la femme de ton voisin, tu te rends compte de combien d'erreurs tu as été sauvé? Quand la Torah, elle t'a dit lotisna et achicha, lotikom vilotitor, ne haïs pas, oui, ne garde pas rancune, ne te venge pas. Tu sais de combien de névroses la Torah, elle t'a sauvé? Quand la Torah t'a dit ne fais pas du lachon hara, tu te combien de pertes de temps et de transfert d'existence, encore une fois, parce que si la vie des autres t'intéresse et que la tienne elle est insignifiante. Donc tu te rends compte de combien de maladies la Torah t'a sauvé, de combien de clés de liberté la Torah t'a donné. Et toi tu as gaspillé tout ça pour M6, pour Cyril Hanouna et pour une des plus grandes influenceuses aujourd'hui dans notre génération d'êtres supérieurs. Nabila, qui a offert son cerveau à l'Institut Curie, parce qu'elle espérait perdre 100 grammes en plus, d'accord? Comment je vois des gens, ils me disent, mais Nabila, il a dit ça. Nabila, mais c'est qui Nabila? Nous, on disait Narbella, d'accord? Rabotai, au lieu d'apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de Rabbi Israël Salanter, et de Rabbi Yaakov Abersira, toi, t'apprends de Nabila, toi? Au lieu de te réjouir d'avoir trouvé un élément essentiel qui va te sauver la vie, tu tapes des barres sur TPNP ou je sais pas quoi. C'est ça ton projet de vie? Ouais. Au lieu d'essayer de rapprocher de ton Créateur et de ressentir la lumière de sa présence, tu zappes des milliers de vidéos débiles sur Facebook. C'est ça ton projet de vie? Je comprends que tu n'es pas religieux, mais est-ce que tu es obligé d'être mal? Encore une fois. La vie, elle passe. Donc en vérité, le bonheur, pour ça que le bonheur, c'est la bonne heure. Le bonheur, c'est de faire ce qui est bon à la bonne heure. Maintenant, quand tu es bon à la bonne heure, quand l'heure, elle est bonne, quand toi, tu es construit par ta réalité, quand toi, tu améliores ta réalité, après quand toi, tu améliores ton couple, après quand toi, tu améliores ta famille, après quand toi, tu améliores ta communauté, après quand toi, tu améliores le monde. Ça, c'est Adam Tov, Isha Tova. C'est ça le projet. Donc quand vous voyez ça, peut-être vous pouvez comprendre le titre. Ouais. Que, en vérité, la vie, elle est tellement belle que c'est dommage de la gaspiller.